J'ai l'impression que je bug de temps en temps. Un peu, ouais. Ouais, fait chier. Putain. T'as toujours pas pris Starlink? Je vais essayer de pas être raciste, mais franchement, c'est l'enfer de faire marcher ce truc ici, je te dis. Ah, mais attends. Quand je suis allé à Bali, je suis coupable d'avoir eu une pensée raciste. Hein. Ouais, c'était c'est vraiment incroyable. Je vous ai pas raconté l'avion ou pas? Non. Ok. Donc, je dois aller de Bali à la grande île de Java, je sais pas trop où là. J'ai un pote qui se marie là-bas. Donc là, déjà, tu vas sur Google, tu vas chercher les compagnies aériennes. Si t'es malin, Ok. tu vas sur Google Images. Et là, tu vois que des avions genre en feu dans la jungle, ou genre toi dans l'eau, tu vois tout le monde qui est mort et tout. Quoi. Donc là, tu cherches la compagnie qui est sur liste noire, mais un peu moins que les autres. Ok, tu limites ton risque, t'arrives un petit peu d'avance à l'aéroport. On monte dans l'avion. L'avion, on démarre 5 minutes en avance. Putain, franchement, j'ai été mauvaise langue. Il va sur la piste de décollage, il accélère. Et là, bam, il pile d'un coup. Qui baragouine un truc, tu comprends rien. Il revient au terminal. Là, t'as Bob the Builder façon, quoi, comme eux, quoi. Qui arrive avec sa salopette et sa clé à molette, qui commence à réparer des trucs. Wow. Pourtant, tu réparer des trucs dans l'avion. Dans l'avion. Enfin, au bout d'une heure, finalement, le mec, il te dit un truc et tu comprends que l'avion va redémarrer. Tu repars sur la piste de décollage, tu décolles. Et là, putain, t'es sur un vol qui fait 45 minutes. Tu te dis, ça va être relax. Non. Le mec, il décolle comme ça avec son avion. Part de nuage, il la passe. Par nuage, il passe. Tu sais, le mec, il va en orbite. Et tu te dis, merde, ils ont pété un truc, tu vois. Enfin, je veux dire, ça monte. Et ça fait 20 minutes que ça monte, tu vois. Tu te dis, mais attends, tu fais 45 minutes de vol. Tu montes un peu, tu latéralises, tu redescends. C'est pas dur, normalement. Tu sais, je suis pas pilote, mais tu vois, ça paraît pas très compliqué. Non. Le mec, il va dans l'espace. Avec son avion pété, il regarde par la fenêtre comme ça, parce qu'en fait, t'es assis comme ça. Donc, il regarde par la fenêtre. Tu as une toute petite île en bas. Tu te dis, oh putain. Donc, au bout d'un moment, hop, il barre un truc. Il latéralise 5 minutes, il redescend. Mais il redescend comme ça, le mec. Par nuage. Et après, il se pose. Fini, long story short, on est arrivé en vie, mais je dois confesser d'avoir été coupable d'avoir une pensée raciste. Voilà, ok, on démarre. Ok. Est-ce qu'on la Les garde enfants. On Bon, va regarder. on verra. Les enfants, podcast Mass Extract numéro 4. On accompagne, on accueille le rebranding Mass Extract, rebranding consensuel. D'ailleurs, celui qui a eu l'idée du nom en premier n'a pas contacté Isma pour ses 2h30 de coaching gratuit. Sur Instagram. Contactez-moi sur Instagram. Qui se manifeste. Mais il y en a 3. Il y en a 3 qui disent que c'est moi, donc en fait, je le les prends les trois. le premier, il a ses 2h30 de coaching gratuit, quoi. Ok. Du coup, ok, petite note introductive. Ce que vous allez faire, les enfants, c'est pour chaque news, Mass Extract 1, 2, 3, 4, 5, vous allez mettre une note sur 10. Vous allez faire et il y a quelqu'un au sort qui gagnera un goodies ou un truc, ok. Donc vous mettez Mass Extract 1, vous mettez la note sur 10. La note sur 10, c'est 10, ça extract, je dirais, c'est borderline du pénal. Et 0, 0, je sais pas ce que c'est pas du communisme, parce que quelque part le communisme avait aussi son mode d'extraction. Mais bon, bref, le 0, c'est. Le 0, ça n'existe pas. Le 1, c'est French Tech BPI, d'accord. Voilà, c'est la PME. Et l'autre, c'est. Et l'autre, c'est 10. Bon. Alors, nos sujets. On commence par un sujet putaclic, parce qu'on a remarqué que ça marchait mieux pour faire des vues. Sujet numéro 1, c'est tartiner 100 à 750K par jour en VSL Ads e-com en targetant des boomers, avec les sujets de société qui vont avec. Sujet numéro 2, l'économie de la confiance. Et finalement, le scandale relatif du scoring des repositories sur GitHub, où en gros, grosso modo, tu peux acheter des étoiles et avoir l'air un peu fancy. Et bizarrement, la smart money, qui est comme dans tous les bons coups, elle a pris ça comme une métrique crédible pour investir dans des boîtes. Mass Extract numéro 3, Claude et d'autres boîtes qui finalement annoncent et balancent des trucs juste pour faire commenter les commentateurs et engager les users. Donc les mecs qui s'excitent tous sur Internet et qui font une publicité gratuite, RIP, machin, parce que Opus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 est sorti. Mass Extract numéro 4, avec la saison estivale qui arrive bientôt. Le business florissant des villas sur la Côte d'Azur à 250 000 € la semaine. Ça sera l'occasion de parler des inégalités, de se rendre compte qu'en fait c'est un vrai truc. Mass Extract numéro 5, Allbird qui devient Newbird AI et qui pump and dump sur le marché financier. Mass Extract du coup numéro 1, tartiner 100 à 750K par jour en VSL Ads e-com. C'est les e-com guys qui prennent qui sont de retour. Les fameux guys à qui on doit le dropshipping, à qui on doit le no shipping, et maintenant ils sont de retour avec le AI, je sais pas trop quoi. Mobile. Et Isma, tu montreras ton écran et tu nous montreras, je dirais, ce que font tes voisins à Bali. Donc c'est peut-être le plus grand comeback depuis le retour de Tiger Woods au golf. Et on a la DGCCRF et la FTC en sueur devant des pratiques commerciales exotiques que tu vas nous présenter. Ouais.
Du coup, l'idée, en fait, ouais, j'étais posé avec un pote et qui me disait, on parlait de business en ligne. Il me dit, il me montre un Shopify dashboard, 750K, 750 000 dollars. Et je fais, c'était quoi? C'était dans le mois? Il me dit, non, non, c'était hier. Et du coup, tu as des gars qui milquent du 500, 600, 700 000 dollars par jour en e-com aujourd'hui. Et en fait, comment est-ce que c'est possible? Il me montre les ads. Et je vais vous montrer un petit peu les ads qui sont en train de tourner. C'est machiavélique. C'est du mass extract, mais c'est 12 sur 10 d'un point de vue mass extract. L'idée, elle est simple. C'est en fait, ils vont targeter des boomers. Ils vont targeter des personnes qui sont voilà, 50, 60, 70 ans, qui n'ont aucune idée sont incapables finalement de distinguer une vraie vidéo de l'IA. Et ils vont utiliser des faux docteurs, des faux lawyers, des faux avocats, des faux sources d'autorité pour pouvoir faire en sorte d'avoir des VSL de foutarés. Et ils tournent à 100, 200, 300 VSL en simultané sur YouTube et Meta Ads et ça extrait comme des gros porcs. Du coup, j'ai demandé à un ami qui me montre un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous partager un petit peu à quoi ça... J'arrive pas à partager mon écran. C'est Marc-Antoine qui s'est dit, vas-y, je sors de ma banque, je vais faire une start-up, et là qui se retrouve dans un podcast de mecs qui, Qui Vous masse voyez mon écran? extract. Ouais, on est qui Regarde-moi ça. Là, il se dit, putain, est-ce que je vais partager ça sur LinkedIn ou pas, quoi? Bon, alors, Regarde ça. Out. I had my whole vas-y, my daughter Alors posted attention, tout ça c'est 100% généré par l'IA. 100% généré par l'IA. let's go. a photo of us in Seoul on Instagram. The comment section exploded. Everyone thought she posted a photo with her older sister. I'm her mother. I'm 63. The photo now has 2 million views and my DMs have not stopped. 6 weeks ago, I looked like a normal 63-year-old woman, maybe even a little older than my age, if I'm being honest. My foundation was always slightly off. By lunchtime, it was oxidized. By 5 p.m., it had settled into every line on my face. I'd tried everything: drugstore, department store, prestige brands. Nothing matched. Nothing lasted. Nothing actually made me look better. Then I went to Seoul. My friend Mina had invited me to visit her for years. She's Korean, 52 years old, and she looks like she's in her late 30s. I always assumed it was genes. I always assumed I just got unlucky. On my second day there, Mina and I were getting ready to go out. I had my whole American routine spread across the bathroom counter: foundation, primer, concealer, powder, setting spray. She watched me and finally said, "Can I show you something?" She took a pink bottle from her shelf. Smooch. Diabolique. Color changed to American tourists. The real thing. She said American foundations. Next morning, I woke up to 400 notifications, then 4,000. Then it just kept going. The comments were all the same. There's no way that's your mom. She looks 35. You two look like sisters. What is she using? Drop the skincare routine. She's lying about her age. I wasn't lying. Oh, d'accord. 6 weeks before that photo, I looked my age, possibly older. The only Ça, c'est un exemple qu'on a. On en a une autre ici, pareil. I'm 54 years old, and every time I visit Sephora with my American friends, I want to scream. They're spending $300, $400 on foundations that physically cannot adapt to their skin. Donc l'idée, en fait, c'est que... Je peux le play sans... See, I grew up in Korea. C'est que, en fait, toutes les personnes ici, toi, Arnaud, Marc-Antoine, Rémi, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là, jamais on cliquerait sur une ads comme celle-ci. Parce qu'on le voit, l'audio, il est même pas synchronisé avec la voix, avec les lèvres. Tu vois que ça marche pas. Mais le fait, en fait, d'utiliser l'IA pour générer des créatives et des millions et des millions de créatives, les blaster sur Internet et targeter des vieux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent, regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est créatif. Là, on est sur du... là, on est sur... Là, on est bien, là. Là, on est bien, là. Là, on est sur du mass extract. Ouais, ouais. Là, on Karmiquement, est sur c'est du chargé. pénal. Là, on est sur du pénal. Et celui-là, regardez ça, regardez ça. Ça, c'était Taichi, c'était pareil pour les hommes. All right, this is insane. We got 135 million views in September 23rd, not even 2 months, for a Tai Chi app. Look at this jacked Asian dude showing you. This is all AI generated. This is basically a masterclass in if you had the perfect setup, what would you want your spokesperson to be doing to sell your product? Let's take a look at what they did here. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. So typical thing, think about something your customer is doing that it's not, they don't want to do, but it's bad for them. And then showing this is going to help make your joints better. You can see the joints is the first word they say. So like joint pain is probably the first thing they're going after. So they're targeted that specific thing for that demographic.
Tai Chi builds them back. And then obviously look at this guy. He's talking about Tai Chi. He looks like he's an authority figure with Tai Chi. There's a little bit of Tai Chi Asian background music going on. So you got to make sure that your spokesperson is. Je sais pas si vous voulez rentrer dans le détail. Vous voulez qu'on la regarde en entier ou ça va? Non, enfin, à la limite, on peut mettre la ressource, Ouais. sous la vidéo. Ouais, ça fait 5 cas par jour, ça. Ça fait 5 cas par jour. Qu'est-ce que ça vous évoque? J'ai été targeté par le truc de Tai Chi. Ah ouais? Je sais pas si c'est parce que sur le compte Google que j'ai mis que j'avais un âge random quand je l'ai créé, mais j'ai été targeté par le truc de Tai Chi. Moi, ce qui m'interpelle, enfin, d'un point de vue financier, c'est, tu sais, il y a toujours des mecs qui t'expliquent qu'il va y avoir the biggest wealth transfer in history parce que tu as les boomers qui vont passer l'arme à gauche, et du coup, la génération en dessous et encore en dessous va donc hériter de tout ça. Moi, j'ai une thèse, hein. Je crois que c'est entre 80 000 milliards et 100 000 milliards de dollars sous 10 ans qui doivent changer de main, grâce à l'héritage. Moi, je pense que les mecs vont rien toucher. Les boomers vont se faire dépouiller. C'est pas drôle, hein. Enfin, genre, les mecs vont se faire dépouiller, quoi. Et ça, c'est les arnaques, en gros, pour vendre des crèmes, quoi. Les mecs vont acheter une crème à 100 balles. Bon. $3 la crème, vous? Ouais, elle coûte $3 à produire et ils la vendent 100, quoi. C'est pas ça, Il la vend combien là, Isma? Je sais pas, c'est des buy two, get one free avec. Et t'as des upsells et ils se font défoncer. Donc ouais. Mais non, mais sérieusement, c'est après imaginer les arnaques financières. Enfin bon, après il y avait tout ce qui est les arnaques politiques, deepfake, etc. Machin, mais imaginez juste la gueule des arnaques financières, des vrais trucs. Vous vous rappelez Anne et Brad Pitt là, qui avait envoyé 800 000 balles à un mec au Bénin, je sais pas où. Mec, mais en fait, moi là, je pense que l'héritage, ça n'existe pas. L'héritage est une théorie du complot, ça n'existe pas, il n'y en aura pas. L'argent va finir, je sais pas où. Mais, Les dropshippers et les Easycom guys. chez les e-com guys qui font leur grand retour, quoi. Mais c'est intéressant parce que vraiment tout le monde avait un peu enterré les e-com. Peut-être tu dis que tu faisais de l'e-com, les gens avaient un peu de la peine pour toi. Ouais. Là, je pense que c'est un bon retour de l'e-com, quoi. Non. Ben avant, tu beau, te trouvais à- enfin, beau en termes de performance financière. Enfin, beau, ça dépend ce que tu vends, quoi. Mais Là, ce que tu dis, bon, sur le sujet, là, il est particulier parce qu'on n'est pas loin je dis on n'est pas loin pour être gentil, du scam et de l'arnaque. Sur des produits, des dispositifs médicaux, des trucs un petit peu particuliers. Mais en fait, ça a toujours existé d'aller vendre des trucs aux anciens boomers, aux personnes âgées, aux seniors, quoi. Si tu regardes, mais c'est le nouveau format du téléshopping, en fait. enfin, là, les mecs, tu leur donnes des armes. Alors là, l'IA rend le truc assez dingo parce que tu peux le faire at scale, ça c'est sûr. Ouais. Et ça coûte rien, ça coûte 200 € à produire Et- une vidéo comme ça. Genre, et Exactement, c'est ça. Ça, c'est une Là où arme. avant, il fallait un voice actor ou un acteur tout court. Il n'était pas d'accord de raconter n'importe quoi. C'était cher. Mhm. Tu voyais le même mec sur la publicité, donc tu voyais bien que c'est un problème. Non, là, c'est un. Je pense que de la même manière que avant, quand on faisait la publicité et que ça coûtait rien, c'était gratuit en fait de faire la publicité, tu te retrouvais avec des coûts par lead ou par achat à 3 €. Enfin, c'était vraiment gratuit. En fait, ça va être régulé. Tu vas te retrouver avec des IA, elles vont se faire réguler au bout d'un moment parce que qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la plateforme publicitaire qui distribue ce contenu? Est-ce que c'est l'outil IA qui génère ce contenu? Et donc ça, c'est un mode. On est pareil, tu vois, avec les DeFi sur la crypto où c'est le western et ça extrait. Tu as toujours dans des cycles de business un moment où la régulation et la compétition sont un petit peu en retard et tu as des acteurs assez malins qui, et peut-être parfois pas avec des bonnes intentions, qui viennent et qui mass extractent. C'est juste, voilà, comme d'habitude, je pense. En tout cas, au ouais. sujet de. Ouais. Au sujet de la compétition, je trouve qu'en tout cas, ça donne presque, j'ai envie de dire, ça donne de l'avenir aux petits par rapport aux gros. Enfin, les gros vont vraiment souffrir de ça, alors que vraiment les petits indépendants agiles dans ce cycle IA ont peut-être une durée de vie en années un peu plus longue que le gros établi qui a du staff, des salariés, qui avait ses process en place de j'embosse telle actrice pour faire mes vidéos, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des vidéos de qualité Pixar avec de l'IA. Et ça te donne une vélocité
de shipping sur des nouveaux produits, sur des nouvelles choses qui est énorme. Et le vrai sujet, c'est à quel point est-ce que tu arrives rapidement à te renouveler, sachant que les durées de péremption produits eh bien, sont en chute libre, quoi. La durée de vie, c'est-à-dire que du coup, si tu vas vraiment dans cette vélocité, dans ce schéma, c'est qu'en fait, si tu fais des VSL avec de l'IA et que tu tambourines sans créatif, sans VSL de 3-4 minutes, elles sont ultra longues les vidéos. En fait, ils prennent les VSL qui avant étaient sur le site internet, ils ont compris qu'en fait, Meta et les autres plateformes, elles n'aimaient pas amener le trafic sur le site internet. Et donc du coup, tu prends tes VSL qui une fois avant étaient sur ton site internet, tu les mets sur la compte, et en fait, tu utilises Meta ou la plateforme publicitaire comme ton site internet. Et donc, du coup, tu envoies sur ça. C'est quoi le prochain problème? Le prochain problème en tant qu'e-commerçant, c'est shipper le produit. Il te faut un produit, la logistique, les cost of goods, tu vois, tout ça, c'est casse-tête. Et donc, du coup, soit tu shippes pas, soit tu shippes. Mais il y a une autre option, c'est SaaS. Et c'est pour ça que tu vois que tu as des personnes qui utilisent des micro SaaS, comme l'application qui génère des musiques pour ta femme, tu vois, et ils déguisent ça en produit physique, alors que c'est un produit digital. Et donc, du coup, tu n'as plus de problème de logistique de shipper un produit parce que c'est un digital asset, c'est un asset digital. Et donc, du coup, en fait, tu n'as plus de problème. Tu as tous les avantages de partir en mode grosse vélocité, marketing bourrin, des VSL de partout, pas de coût de logistique du coup, tu peux réattribuer tes ressources sur d'autres segments. Et du coup, si tu fais ça, et tu arrives à aligner le côté comment est-ce que je fais pour targeter des boomers qui ne comprennent pas qu'ils sont en train d'acheter du vent, et là tu fais des désastres en fait. Tu extrais, mass extract et ça va avec le point d'Armon. Ouais, question pour toi Yanesma. C'est intéressant l'idée où tu déplaces la VSL sous un format ultra compact, où tu vas essentialiser quelque part les sentiments, la transformation, je dirais, de l'avatar. Sur de l'infobase low ticket, ça serait quoi le funnel? Donc, tu kills la VSL de 40 minutes que plus personne va regarder. Tu fous un truc ultra émotionnel qui joue beaucoup sur la transformation sur la régie publicitaire. Le mec, il clique, il arrive où? Il arrive sur un bon de commande, il arrive sur une page de vente écrite, il arrive sur une interface plutôt storycom, plutôt funnel. Ça aurait quelle gueule pour toi? Ouais. Et en fait, tu l'as déjà eu avec. Putain, le mec il est super avancé. À chaque fois, il tape des coups. Il est 5 ans avant tout le monde. Tai Lopez. Tai Lopez, il a envoyé des VSL, des vidéos YouTube. Je sais pas si tu te souviens sur YouTube Ads, les vidéos elles duraient 2h30. Les vidéos, les ads elles duraient 2h30. Personne ne comprenait pourquoi il a envoyé. En fait, il faisait juste des vidéos YouTube qu'il mettait en VSL, tu vois, et qu'il a envoyé sur YouTube Ads. Et donc du coup, tu peux revenir à un système comme ça où en fait tu fais du long form. Et tu le mets sur tes ads. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux le voir même sur le marché français où tu as des gars comme Marvin ou tu as d'autres qui disent faut poster 20, 30, 40 fois par jour. Mais plus personne ne plus compete sur les ads. Plus personne, le content n'est plus un mot non plus. Et donc, du coup, tu es obligé de prendre du content que tu payes Meta pour pouvoir le distribuer. Et donc, du coup, tu envoies. Et donc, sur ces funnels comme cela, en général, ils vont sur des. On appelle ça des pre-sales pages. C'est un petit peu comme un advertorial qui est là pour finalement rééduquer et reclarifier la narrative parce que tu n'es pas sûr que la personne ait vu la vidéo en entière. Et puis après, tu vas sur la sales page. Donc sur de l'info, ça aurait lieu, enfin ça ressemblerait à pareil, tu aurais plein de VSL qui partent, ça partirait sur une pre-sales page ou peut-être même pas parce que tu peux. L'objectif là, c'est juste de capturer le numéro de téléphone pour avoir tes setters et tes automatisations qui guettent le prospect. Ticket. Là, l'idée, c'est le ticket, ben, ça serait pareil. Ça serait pre-sales page et puis après le ticket. Mais le ticket, il n'y en a plus trop. Hein. Il n'y en a plus trop. Moi, je pense qu'il y a une des théories contrariennes aujourd'hui, c'est le retour du low ticket. C'est sur le high ticket, challenge, closer, setter, que tu connais très bien. Je pense qu'on a quand même poussé le truc à son paroxysme, ce qui ne veut pas dire qu'il va disparaître demain. Non, c'est un truc qui marche bien, qui s'optimise, qui va continuer. Et surtout, il y a plein d'offres qui ne sont que compatibles avec du high ticket. Mais je me demande si on ne va pas avoir un peu. Il y a toujours un peu d'histoire de balancier. C'était les webinaires, c'est fini, c'est les VSL c'est fini, c'est les challenges c'est fini, c'est les webinaires. Enfin, on ressasse les mêmes trucs depuis 20 ans, quoi, quelque part. Et moi, je vois bien les low tickets revenir. Et moi, de base, je suis un mec du low ticket. J'ai jamais trop vendu en high ticket. J'ai vendu peut-être des produits à 1000 balles, mais pas plus, quoi. Et je les vendais en mode webinaire, bon de commande, Stripe Go, quoi. Donc, moi, je vois bien peut-être pas nostalgie, mais je vois bien le low ticket revenir, parce que personne n'a envie de le voir revenir, le low ticket. Je pense pas que ça va revenir.
Je pense pas que ça reviendra. Ouais, juste parce que en fait, les compétences nécessaires pour faire marcher un low ticket aujourd'hui sont telles qu'il y a une poignée de personnes sur Terre avec l'augmentation du CPM qui sont en capacité de faire marcher ça. Et donc, ces personnes-là, tu sais, elles sont en train de faire de l'e-com. Et donc, à moins que tu aies un Gugus qui est excellent en e-com et en media buying, qui se dit, viens, je vais extraire sur de l'info, ça va pas être une trend infopreneur. Les mecs de l'infoprenariat, ils n'arrivent pas à set up un pixel méta. Tu vois, et donc on en est là sur défaut. Et donc du coup, tu as une asymétrie de compétences et de capital qui est pas juste. Je le vois que si tu as un gars de l'e-com qui vient sur de l'info. Oui, bah, tu vois, enfin, tu vois, comme je dirais, une petite vidéo de cours ou une série de petites vidéos de cours ou des PDF, ça coûte rien. Mais enfin, tu vois, c'est que t'as plus Ouais. besoin d'être pédagogue pour faire de l'info, quoi. J'ai mangé hier avec, avec deux gars qui, d'ailleurs, que tu as implicitement formé Arnaud, et qui sont all-in low ticket à l'heure actuelle. Et j'ai vu également des gars à Maurice qui font du low ticket pour réduire leur CPL sur leur webinaire. Donc c'est la thèse du retour du low ticket dans une certaine, en tout cas pour ceux qui tournent justement à un certain niveau, pas ceux qui savent pas setup un pixel, parce que ça nécessite un certain niveau de de technicité qui, ceci étant dit, quand même est en chute libre. Enfin, c'est devenu très simple de faire tourner une ads méta, c'est devenu très simple de setup un pixel. Et le mec qui aujourd'hui ne sait pas faire ça dans notre industrie ne va pas tenir très longtemps. Mais en tout cas, pour ceux qui tiennent, ça fait partie des pistes quand même à essayer pour aller réduire les CPL en acquisition payante et aussi pour aller chercher des acheteurs parce que finalement, tu vas très vite avoir des acheteurs alors que optimiser ton pixel sur des acheteurs à 1000 balles, c'est difficile. Optimiser ton pixel sur des acheteurs à 7 balles, c'est beaucoup plus simple et tu attires ensuite des leads qui sont quand même bien plus quali. Tu as plus de conversions par semaine, donc du coup, ta learning phase est réduite, et donc du coup, tu peux scaler. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que les compétences, en fait, elles les ont pas, quoi. Marc-Antoine, sur l'Onibox, l'Onipay, tu vois quoi, toi? Nous, on voit pas les gros sur du low ticket, mais on voit les intermédiaires en fait aujourd'hui. Ceux qui font entre 500 000 et 1,5 million, 2 millions, qui Par prennent le an, low par mois. ticket par an, qui prennent le low ticket comme porte d'entrée en fait. C'est juste l'entrée de leur funnel. Euh, et ce qu'on commence à voir aussi, c'est qu'il y a quand même cette, ces outils d'IA, notamment pour le setting, le closing, les calls automatiques, qui permettent en fait de mettre du setting sur du low ticket, ce qui n'était pas permis avant, parce qu'en fait, tu vas pas mettre des setters sur un truc à quelques dizaines d'euros, centaines d'euros. Et donc, les gros, c'est clair et net, ils sont sur du high ticket, il y a aujourd'hui pas de débat. Mais les intermédiaires, entre guillemets, entre 500 et 1 million, 2 millions, vraiment une bonne porte d'entrée. Est-ce que c'est leur stratégie ou c'est le moyen de faire rentrer un maximum de leads et de clients et après de les nurturer? C'est aussi je vois. beaucoup plus simple. C'est aussi beaucoup plus simple de vendre un produit physique en low ticket, enfin en ads. Parce que, ok, tu as le produit, il est là, voici les fonctionnalités, achète. Alors que de l'infoprenariat, j'ai besoin tu vois, quelles sont tes croyances, tes fausses croyances, objections internes, objections externes, big domino, les trois phases, urgency. Enfin, ça demande un cerveau. Alors que pour de l'e-com, tu as juste besoin d'une product page et un produit qui est painful et un avatar qui a besoin de ton produit maintenant. Après, ce qui est peut-être à analyser, il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, c'est regarder à qui ils vendent justement en low ticket. Parce qu'on parlait tout à l'heure des boomers, des seniors. Peut-être que ça peut beaucoup mieux marcher sur une catégorie de population que des jeunes qui sont rompus à OK, bah, acheter ton truc à 7, 15, 20 balles. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins friands de ça, beaucoup plus habitués. Là où un senior que tu trouves sur Meta, que tu trouves sur YouTube, euh, bah, sera peut-être beaucoup plus prêt à sortir la carte bleue pour un premier produit comme ça, quoi. C'est d'ailleurs Donc, un des changements, si on revient sur notre sujet, c'est un des changements majeurs, c'est que avant les vieux, entre guillemets, les seniors, tu les trouvais pas sur YouTube, tu les trouvais pas sur Meta. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans et encore, qui commencent à non, venir. sur Meta, tu les trouvais, c'était toujours assez vieux, les gens sur Ouais, Meta, mais vieux, c'était quoi vieux, Isma, avant? C'était 45 ans, 50 ans. 50, 60 ans, tu vois, ça partait sur 60 ans. Et aussi, le point que je voudrais souligner ici, c'est ce que Andromeda a fait en termes de segmentation de marché. Aujourd'hui, maintenant, ces médias buyers, là, il est à côté, je l'héberge pendant un mois avec sa compagne. C'est un niveau où, en fait, ils vont.
par exemple, ils vendent des godemichés. Ils font 15K par jour en vendant des godemichés. What the fuck. Et en fait, ils ont un sub-niche qui est les femmes qui viennent de perdre leur mari. What the fuck? Et donc du coup l'histoire, je peux vous la montrer. L'histoire, c'est quoi? C'est que dans l'histoire, enfin dans l'âge victorien, je sais pas quand c'était, peut-être en 1600, 1700. Et en fait, il y avait des femmes qui avaient beaucoup de stress. Et parce qu'elles avaient beaucoup de stress, elles allaient voir leur docteur. Et donc du coup, le docteur, il avait tout essayé. Et il s'est aperçu qu'en fait, c'était en fait en les masturbant que du coup, ils arrivaient à enlever leur stress. Ok, très bien. Et au bout d'un moment, il y avait les clientes, elles étaient super contentes. Et lui, il avait 20, 30, 40 nouvelles femmes qui venaient tous les jours pour se faire masturber par le docteur. Le docteur en a eu marre. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un vibromasseur. Et ce vibromasseur, il a commencé à le vendre. Et donc, du coup, c'est parti. Et tout le monde utilisait des vibromasseurs. Et c'était pour ta santé. Il y avait aucun tabou dans les années 1950. Et au bout d'un moment, quand ça a commencé à avoir des films porno, c'était associé à ça, à cette image qui n'est pas du tout bien, alors qu'au début, c'était fait par un docteur. Et aujourd'hui, on a ce docteur à trouver, ce blablabla, by now. Et du coup, tu as des femmes qui viennent de perdre leur mari et qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent pas bien. Et la solution, c'est le vibromasseur à 99,99 $. Tu peux buy one et tu as free shipping. Mass extract. Tu vois, c'est incroyable. Et donc, du coup, c'est petit marché comme ça. Et tu peux faire ça ou tu peux taper la femme qui va partir à la retraite. Et pareil, c'est un autre 10 000 € par jour. Et ça, ils peuvent le décliner sur 50 niches, en fait. Et avec l'IA, ouais. et c'est ça en fait. Ils mass extractent chaque petite verticale. C'est diabolique. Ça, c'est nouveau, parce qu'avant, tu prenais une verticale et tu t'y tenais. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'avec l'IA, tu peux prendre une verticale et après décliner encore et encore à une vitesse folle, en fait. Parce qu'avant, tu avais une courbe d'apprentissage, j'imagine. Ouais, Une c'est vidéo comme ça, mon pote, il la sort en 15 minutes. Il utilise quoi Je comme sais pas si vous vous tool? rendez compte. Hein? Xfield. Qu'est-ce- Xfield. Donc il utilise Xfield et FreePic. FreePic, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous montrer. En fait, FreePic, c'est comme une espèce de N8N Workflow Builder où tu peux mettre toutes tes images, toutes tes vidéos, tu les génères et après tu génères toutes tes ads à la fin. Tu connectes ça à ton MCP Cloud et qu'il envoie des ads. Et le mec, il a un workflow end-to-end. Il appuie sur un bouton, à la fin, ça sort, ça part en ads, ça teste. Tu as les ads qui se font cutter quand ça ne performe pas. C'est n'importe quoi en fait. Xfield, tu l'écris comment? Xfield, je vais vous montrer. Oui, HIGG Field, quoi. Ouais, leur naming est particulier. C'est une boîte, pareil, ils font du 400 millions d'ARR. Je crois, enfin 300, 400 millions d'ARR, un truc comme ça, quoi. C'est sur la AI Video Generation, en gros, c'est le Lovable, tu vois, de la AI Video Generation, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des Américains ou c'est des Chinois? Boîte occidentale, c'est pas une boîte chinoise. Mais ça fait des Après- vidéos de fou furieux. Ah ouais, San Après, la Francisco. société. Ils ont fait un film, maintenant ils font des films, je sais pas si vous avez vu, et je vais vous le montrer la prochaine fois. Maintenant pour montrer, eux ils vont taper évidemment les marketeurs, mais ils vont aussi taper maintenant les films de production. Ils ont commencé à faire une série, elle est ultra bien faite. Une seconde, je vais juste la montrer. Il faut absolument. AI, Armand. I know this build is bugged as hell, but go down already. Tout a été produit avec de l'IA, hein. Tout. Hein. Not now. I said not now. Leave it under the door. I'm getting my stuff. Just need to grab a few things. What a rat hole. So. I was processing. Strategy! My strategy is. Donc en fait ils utilisent leur propre outil pour montrer comment est-ce que leur produit fonctionne. Et ils sont en capacité de faire un film qui aurait coûté des millions d'euros pour 20 000 $. Incroyable. Ouais. Ok. Sans transition, ou transition peu importe. Sujet Mass Extract numéro 2, l'économie de la confiance, qui en découle assez naturellement du point précédent. La confiance devient de plus en plus un levier commercial et un asset. C'est que, en fait, la tentation, c'est on va dire que le consensus, c'est que le produit compte moins, c'est la distribution qui compte. En fait, la distribution, on pourrait décomposer en
Tu vois, faire des impressions, c'est pas très dur. Faire des clics, c'est relativement cher. Créer de la confiance, c'est le truc le moins scalable du monde. Donc, contexte, deepfake, AI slop, les haters sont toujours qui racontent toutes les conneries de la Terre, les reviews qu'on peut acheter, les reviews que les concurrents achètent contre vous. Trustpilot, qui est une mauvaise blague à la limite de l'extorsion. Trustpilot, c'est laisse tous les fils de pute de la Terre te diffamer et raconter des saloperies sur toi. Et par contre, si tu veux nettoyer ça, il faut que tu payes 5000 balles par an, un truc du genre. Là, plus récemment, on a GitHub qui est un peu dans la tourmente, dans la mesure où l'indice de confiance sur GitHub, c'était les stars, les étoiles. Donc les développeurs allaient mettre des étoiles sur les travaux d'autres développeurs. Et on se rend compte que, comme tout sur Internet, tu peux, pour entre 0,03 $ et 0,85 $ par étoile, acheter des packs. Tu peux acheter ça sur Telegram, sur Fiverr, un petit peu partout, sans partir dans le fantasme du dark web. Sachant qu'en fait, un GitHub avec 10 000 étoiles, c'est de la folie furieuse. Donc, en fait, être au stade de la folie furieuse, on se rend compte que c'est pas très cher. Ce qui est un peu ironique, sarcastique, c'est que le nombre d'étoiles sur un repository était un des critères d'investissement pour les VC, donc aka la fameuse smart money. Et on se rend compte que cet indicateur est complètement faux. Ça pose des questions de confiance, ça pose aussi des questions de responsabilité criminelle. C'est si toi tu veux lever des fonds et que tu triches là-dessus pour convaincre un VC d'investir chez toi, dans quelle mesure t'es le prochain 13 de 30 à rejoindre le meuf de Terranos en prison, quoi. Tu vois. Et Non, mais c'est valide, c'est plus que valide. Et parmi les initiatives assez marrantes sur la question de la confiance, il y a un produit qui est sorti il y a 2 mois maintenant qui s'appelle trustmrr.com, trust comme ça se prononce, mrr comme ça se prononce.com. Grosso modo, sur Twitter, tout le monde passe sa journée à flexer son MRR sur son SaaS monofeature Vibe codé. Et quelqu'un a créé une plateforme où tu peux juste brancher ton Stripe en read-only et du coup pouvoir flexer ton MRR. Là, on est du coup à mi-chemin entre quelque part la trust et le flex. Dans le bon titre, ça serait peut-être plus flex MRR que trust MRR. Mais un mécanisme intéressant pour créer de la confiance. Quelles sont vos impressions, sentiments, vos révélations sur cette thématique-là? Tu dis que créer de la confiance, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus dur que de créer de la confiance, c'est de faire en sorte que ça marche, quoi. Parce que créer de la confiance, ça reste du marketing. Et là, ça prouve pas que ça marche pour autant, parce que ton MRR, tu peux complètement enfin, tu peux le dumper si t'as plein de, enfin, si tu fais circuler l'argent entre tes boîtes. Tu peux enfin, ça peut être du vent si finalement c'est du MRR qui a été complètement acheté par de la pub ou par de l'argent levé. Enfin, ça ne sous-tend en rien la viabilité d'un business et le caractère potentiellement reproductible de ta nouvelle stratégie, quoi. Marc, Antoine? Ouais, mais non, j'allais réagir à ce que tu dis, Rémi. C'est en fait pour toi, là, tu rentres dans le fake it until you make it, en fait, avec ça. Pour moi, tu rajoutes une nouvelle métrique de preuve qui est un petit peu plus tangible que ce qu'il y avait avant, mais ça devient donc une nouvelle preuve qui va très vite se commoditiser comme les témoignages, mais qui n'en est pas pour autant valide et qui ne pas pour autant, enfin, tu vois, pour tous ceux qui montrent leur MRR dans la perspective de te montrer ensuite comment recréer la même chose, en fait, tu n'as absolument pas montré comment recréer la même chose, et je n'ai aucune assurance que c'était sur quelque chose de profitable et viable. Par contre, tu as juste t'as une nouvelle commodité en matière de trust, mais tout comme il y avait historiquement proof source sur tes achats, enfin, d'une certaine manière. Tu rajoutes juste un nouveau produit finalement autour du trust, mais qui ne change pas pour autant La validité. la réalité du business et de ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire faire en sorte que ça marche réellement et que ça soit profitable, quoi, sur du long terme. Ouais, moi, ce que je pense, c'est quand même un bon signe d'avoir des choses comme ça, parce que c'est la preuve de maturité ou qu'un marché est de plus en plus mature et de plus en plus sophistiqué. On parlait au début là des mecs qui sont en train de mass extract en e-com, c'est le Far West, mais un marché qui grandit en quelque sorte. Il doit avoir des choses qui le régulent, et notamment la trust, c'est quand même quelque chose de très important. Et souvent d'ailleurs, c'est d'avoir des organismes comme ça de trust, c'est quelque chose qui fait grossir le marché. Parce qu'en fait, ça apporte du positif, parce que le fait que les gens aient plus confiance ou décident de faire confiance à un outil en tiers de confiance, ça va faire augmenter le marché et du coup, nécessairement, les gens vont en bénéficier. Et moi, j'ai un exemple très concret de mon ancienne vie où j'avais levé des fonds pour une boîte de téléphones reconditionnés, une start-up qui s'appelle Recommerce. On avait levé 50 millions.
Et il y avait exactement le même sujet de la trust. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, les téléphones reconditionnés arrivaient. On se posait la question, est-ce que j'achète un téléphone neuf ou reconditionné? Reconditionné, attends, qu'est-ce que ça veut dire reconditionné? Qui l'a reconditionné? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le mec, il n'est pas juste en train de m'entuber? Et le fait que tu aies des mecs comme ça qui soient arrivés, et le plus grand et le plus connu en France, c'était Back Market, qui est arrivé et qui s'est mis en positionné en tiers de confiance. Ok, les gars, moi, je vais vous mettre une sorte de certification. Je vais être le tiers de confiance qui fait que n'achetez pas des téléphones reconditionnés au coin de la rue ou je ne sais où sur Internet. Achetez-les chez moi. Alors là, c'était une vraie stratégie business, mais je veux dire, ça a quand même fait prendre un essor assez monstrueux à ce marché du reconditionné, parce que du jour au lendemain, ou en tout cas en quelques années, les gens se sont mis à faire confiance à quelque chose, et du coup, ça a fait grossir le marché. Signe que le marché était de plus en plus mature et sophistiqué. Donc moi, je le vois comme un bon signe dans un marché. Je pense aussi, ce qui est intéressant peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont nombreux à chercher des idées business, sans faire placement de produits, c'est il y a des énormes opportunités sur le fait d'être justement des tiers de confiance, sur le fait d'être celui qui va émettre des certificats, celui qui va qui va vérifier les composants, les preuves, les promesses, etc. C'est encore une fois avec l'explosion de tout le slop et tous les scams et toutes les dingueries, il y a énormément d'opportunités business à se positionner. Vous prenez Trust MRR, c'est quand même un truc qui se code en 2 heures. Je suis un peu dur, enfin entre 2 heures et un week-end en fonction de ta productivité, quoi. Les mecs branchent leur Stripe en read only et juste tu fais remonter la donnée et tu la stockes dans un tableau. Et après, lui, je sais plus c'est quoi les tarifs. Mais en fait, tout autour du tableau, tu as des encarts publicitaires. Et donc, en gros, toi, tu payes, c'est $1 500 par mois. Attends, je vais partager mon écran, c'est génial. Ah, t'es sûr? Ok, parfait, ouais. Ouais, donc tu vois, tu cliques, boum, tu payes avec Stripe, tu as quelques témoignages en dessous, dont celui de notre copain Roman. Et en fait, le mec, en un week-end, il sort un truc. Il a une dizaine ou une vingtaine, il fait genre qu'il n'y a que 2 spots left. Qu'en est-il vraiment? Je ne sais pas. Donc, mettons qu'il ne demande pas, bah, tu as 28 fois 1800 $ qui rentrent, le truc codé en un week-end. Vachement intéressant. Et du coup, ce qu'il va vendre, lui, il va pas monétiser la trust. Du coup, ça poserait des problèmes de confiance. Du coup, mais si jamais tu peux juste payer le site, comment ça se passe? Par contre, le site draine du monde le site draine un public ultra qualifié, les SaaS founders, les SaaS builders, les indiepreneurs, qui sont une niche ultra bankable. Et après, bah, tu as des mecs qui vendent des tools pour ces mecs-là, tu les fous là-dessus. Business qui sort un week-end. Il liste aussi des business. Il liste aussi des business qui veulent être vendus. Ouais, et du coup, la personne qui sont un peu plus loin, ils lisent des business qui veulent se revendre. De la même manière, Trustpilot est devenu un des sites les plus cités par ChatGPT et les autres LLM. La valeur de Trustpilot est en train d'exploser, quoi. Alors que fondamentalement, ils font pas grand-chose, quoi. Ça, c'est un point intéressant sur vraiment les dynamiques de marché. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été abordé dans ce podcast, dans l'épisode précédent, c'est un truc que je répète depuis des années. En fait, tu as 2 manières de réguler un marché. Tu as soit l'État, à travers la régulation au sens littéral du terme, tu as des règles, soit tu as la transparence. Et la tentation, finalement, socialo-keynésienne, c'est de réguler. En fait, on va mettre des règles, on va mettre une administration avec des règles et des contrôleurs qui vont aller créer ces règles, édicter ces règles, amender ces règles avec ou pas des lobbies. Et après, on va donc contrôler, aléatoirement ou pas, etc. Ou on va forcer le secteur privé à contrôler leurs clients comme ils font avec les banques, etc. Donc, soit tu régules, ce qui est assez coûteux. C'est coûteux pour l'État, c'est coûteux du coup en taxes qu'il faut lever pour payer les mecs qui vont contrôler, c'est coûteux en process. Ou alors, tu as la transparence. La transparence, c'est qu'il y a des acteurs, en général qui sont militants, qui vont mettre en évidence les pratiques, et du coup, ça aura un effet disciplinant. Le meilleur exemple pour moi, c'est la fourrure. Les gens ont arrêté de porter de la fourrure, pas pour des questions de réglementation. Juste, il y a des mecs qui ont monté des vidéos de qu'est-ce qu'ils font aux petits coyotes et tout, et c'est tellement horrible, quoi. Visuellement, ouais, c'est pareil pour ceux qui ont arrêté de manger de la viande parce qu'ils ont vu des vidéos d'abattoirs horribles. Ouais, et en fait, très souvent, ce qui est assez cool avec l'économie de marché, c'est les mécanismes de transparence que les acteurs amènent sur le marché sont souvent beaucoup plus efficaces pour discipliner les acteurs, que ce soit les producteurs ou les consommateurs, sur des pratiques. Et enfin bref, c'est juste pareil. Alors ça peut être fait sous forme d'un business, ça peut être fait sous une dimension militante. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment. Enfin, on va rentrer dans un tel bordel que quiconque arrive à avoir des parts de marché dans la trust c'est lourd. va faire un max de pognon. Bah, Vraiment, un max de pognon.
Ceux qui sont rentrés là-dedans, Arnaud, c'est Yuka, tu sais, la plateforme qui te donne tous les ingrédients, toutes les compositions des aliments. Qui fait que maintenant, je sais plus. Ouais, Yuka, en fait, tu scannes ton produit et Ouais, tu scannes ton produit, c'est hyper connu en Ah oui, France. Ouais. YUKA.io. Et en fait, eux, alors à la base, je pense que c'est un peu militant, mais là où ça a eu un impact assez important au niveau des industriels, c'est que maintenant, pour être bien noté sur Yuka, ils changent leurs recettes. Wow. Tu vois? Ouais, c'est Donc ça a un impact assez fort parce qu'ils ont des millions d'utilisateurs qui, quand ils sont dans les magasins, scannent le code barre, le QR code, ce que tu veux, et regardent, ah bah est-ce que j'ai de l'huile de palme dans mon truc? Est-ce que j'ai tel élément cancérigène, j'ai tel truc? Et, et ça a eu un impact. Et d'ailleurs, ils ont même des procès avec la Fédération des industriels, des charcutiers et traiteurs, puisqu'ils disent que c'est cancérigène quand les autres disent que ça l'est pas, machin. Mais en fait, ça fait quand même bouger les lignes, quoi. Alors, En règle c'est un générale, peu comme tous pilotes, ils te prennent en otage un certain nombre de personnes, mais ça fait quand même bouger les lignes. Après, la démarche militante, même simulée, fonctionne vachement bien sur le bon avatar. Tu as compris les valeurs de l'avatar, du ICP et ce qu'il trigger. Tu arrives avec une démarche militante. Quand tu es dans une démarche militante, on ne soupçonne jamais d'être un enculé. Bon. ouais. C'est un truc, c'est un peu un joker, quoi. C'est non, moi je suis militant, ouais, ok. Bon, Bon, ça va. Mais de la même manière, tu vois, du coup, toutes ces boîtes, en fait, ça veut dire quoi, en fait, pour une personne qui nous regarde et qui fait de l'infoprenariat et qu'il se dit, mais en fait, comment est-ce que je fais pour naviguer entre mes CPM qui ne font qu'augmenter? Avant, c'était facile de faire la publicité, c'est plus le cas. Mon mot n'est plus là. On m'a dit qu'il fallait shooter du contenu. Maintenant, tout le monde shoot et poste 20 fois par jour. Et tu as des gars comme Alex Hormozy qui ont une plateforme qui ont prouvé leurs résultats et qu'on continue d'appeler scammer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc où même à la fin, tu continues d'être appelé scammer quoi qu'il arrive. En fait, tu auras toujours une personne qui va finir par t'appeler un scammer, même si tu as fait plusieurs boîtes, que tu as excité plusieurs boîtes. Et là, tu vois, c'était un exemple de montrer un petit peu une communauté d'Alex Hormozy. Et tu vois que le mec, il a 900 personnes, il fait 12 millions par an, quoi, sur une community school. Pourquoi? Parce qu'il a trust, parce que les gens lui font confiance. Et donc, du coup, la trust, c'est le truc pour moi le plus bankable qui est, parce que c'est quelque chose que tu peux leverage. Et si tu vois, la communauté, c'est par rapport à des personnes qui sont vérifiées. C'est une communauté uniquement, donc tout le monde peut accéder à ça. Mais si tu veux poster, en gros, il vérifie le fait que tu aies fait $1 million. Et pour moi, en fait, attends. Tout le monde peut payer. Par tout contre, le monde peut seul payer. celui qui a été vérifié Voilà. a le droit de poster. Voilà. Donc il prend l'argent de tout le monde, mais si tu veux jouer, c'est pas mal. Hein. Le Ouais, fameux parce que- I have nothing to sell, I have nothing to sell, et puis à la fin, il te vend des webinaires et des communautés, quoi. J'adore. C'est magnifique. Et C'est donc, du bien, coup, c'est bien. il fait ça. Elle est belle, cette gare. Du coup, il fait ça très bien. Et avant, moi, je pensais que, ok, j'aimais pas faire du content et je me suis dit que jamais je ferais de content. Et j'ai eu tort. Enfin, c'était pas vrai avant parce que tu pouvais ne pas faire de content parce que la publicité était tellement facile. C'était tellement un mode de fou furieux de faire de la publicité et de payer des clics à 50 centimes, 1 euro. C'était stupide de pas faire de publicité. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, du coup, ce mode s'est évaporé. Le content, pareil, c'était il y a 24 mois, c'est plus le cas aujourd'hui. Et si tu regardes un petit peu même, voilà, t'as Rémi, t'as Marc-Antoine, t'as Arnaud, le niveau de trust dont on a besoin pour être écouté, c'est-à-dire qu'il faut que, perso, je fasse closing mastery, setting mastery, après que je fasse iClose et que j'ai toutes ces personnes sur iClose pour pouvoir avoir ce trust. Et donc, du coup, toi, avant, quand je commençais les ads, il fallait avoir un résultat client et tu pouvais aller et dire à tout le monde, achète mon cours. Aujourd'hui, il faut rentrer dans un marché, le terminer, lancer notre business, le terminer, et on va quand même t'appeler un scammer. Ça veut bien dire que la trust est en train d'éroder. Pourquoi? Parce que tu as de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans le marché, de plus en plus de personnes qui vendent des conneries. Et c'est là où en fait j'ai eu l'idée, comme je vous en avais parlé plus tôt, de créer cette plateforme Proovit qui serait pluguée à iClose, qui permettrait à des personnes comme Mathis Clouet par exemple de dire voici les appels que j'ai faits, voici les résultats de mes clients, et c'est prouvé par iClose. Et donc, du coup, ça pourrait être un Shopify dashboard qui serait live, que tout le monde pourrait visiter. Si Mathis veut donner les accès, ça serait uniquement sous
si les personnes veulent le plugger. Et du coup, ça permettrait en fait aux personnes qui sont legitimate, qui ont des vrais résultats et qui apportent de la vraie valeur à leurs clients, de prouver leurs résultats. Et c'est exactement ce que tu vois sur Skool. Toutes les communautés de Skool, tu peux voir exactement combien de personnes sont sur leur Skool. Tu peux voir exactement si la plateforme est payante ou pas. Donc du coup, tu peux vraiment faire les maths rapidement. Tu peux savoir si cette personne dit les conneries ou pas. Pareil sur WOP. Tu vois un petit peu le revenu de la communauté. Mais du coup, il y a cette transparence, je vois ce petit fil d'Ariane qui est en train de commencer. Et le côté d'iClose qu'on peut prouver les datas, c'est un mode qu'on peut leverage sur une autre verticale. Donc si jamais vous avez une idée ou qu'est-ce que vous pensez de cette idée, dites-moi en commentaire parce que je suis en train de penser à ça. Et Je te résume en une phrase, parce qu'en fait, c'est des discussions qu'on a eues en privé. C'est grosso modo, il y a plein de gens qui utilisent iClosed, enfin, il y a plein de vendeurs de programmes iTicket qui utilisent iClosed, en particulier des vendeurs de programmes iTicket qui enseignent à d'autres gens à vendre des programmes iTicket. Ce qui est OK. Et toi, en gros, tu irais créer une synthèse statistique de l'entrepreneur avec son autorisation en disant voilà, un tel a vendu, a enregistré X. Le tout X comme un call, club a digital. vendu, Voilà. Ok, a closé X call sur Y lead et a fait Z dollars quoi. Et du coup en fait, toi tu dis à ta communauté, ou dans tes publicités, moi je fais 150 000 euros par an avec mon business, par mois avec mon business de l'étiquette, au moins tu pourras dire voilà, il y a iClose qui peut le démontrer, qui a fait une forme d'audit, un peu. Il y a un dashboard live. Ouais. Ok, ouais, écoute, go for it. En plus, ce qui est génial avec ces conneries de transparence, c'est qu'à partir du moment où il y en a quelques-uns qui le font, si les autres le font pas, c'est suspicieux. Bah ouais, mais bon, si t'es aussi sûr de ton truc, pourquoi t'es pas. Tu vois, non. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté des conneries, genre Kevin David là, on en parlait plus tôt en off. Mais le mec, c'est quoi le scam? Il a scammé pour combien de millions? On parle de plusieurs dizaines de millions, voire 100 millions, non? Je crois que le chiffre, c'est les 100. C'était beaucoup, J'ai un doute. ouais. Le mec est extradé, la SEC, le mec il peut pas sortir de l'Indonésie. Hein. Bon, la vie est compliquée pour certains. Sur des Let's news go. plus un peu dans la même vibe, quelque part. C'est ça, sujet numéro 3. Finalement, en préparant ce podcast, on se demande est-ce qu'on reparle de Claude? En fait, toutes les semaines, Claude t'annonce qu'il va tuer une industrie, qu'il va tuer un métier, Ouais. et il y a tous les abrutis qui vont faire des vidéos RIP les designers, RIP Nuiten, RIP les financiers, RIP Finari, RIP la NASA, RIP tout le monde, quoi. Ouais. Et quelque part, ce que nous on s'est dit, c'est bon, on n'a pas envie d'en parler parce que RIP l'industrie, toutes les semaines, ça va devenir lassant. Mais surtout, il n'y a aucune de ces industries qui s'est fait RIP la gueule pour de vrai, quoi, à ce jour. Et puis toi, quand tu arrives sur Claude, tu demandes un truc banal et il te répond que des conneries. Et après, tu dois l'insulter, quoi. Surtout que je crois qu'Opus, pour combien, 4.5 là, est devenu une chèvre complète, a perdu 70% de performance les 2 dernières semaines. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des mecs qui se pensent, ils te disent, ok, tu sors Opus 4.5. Ils sont 4.6 ou 4.5 aujourd'hui, attends, je vais voir. Peu importe, en fait, ils font que sortir en fait des nouvelles. Et du coup, l'idée c'était, est-ce que c'est pas une stratégie marketing finalement de poster des nouvelles releases toutes les semaines, juste pour sortir un truc, avoir du product marketing et des créatifs stratégistes qui peuvent créer des graphiques ultra sexy, qui vont être repostés par des moldus pour faire de l'impression, pour maintenir la valorisation, pour maintenir la hype, en attendant, je sais pas quoi. Mais au final, si on revient dans les 24 derniers mois, il s'est rien passé, les gars. Ouais, non, en fait, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'aucune autre boîte que Claude arrive à ce point-là à gérer, à engager les mecs et à les faire bosser gratuitement. De ce qu'on a vu pendant assez longtemps avec Claude, et en fait, toi, je suis fan de Claude, le produit est incroyable, c'est ce que je dis de plus. Ouais. On avait vraiment un truc qui était assez founder-driven. C'est dès qu'il y avait une levée de fonds à boucler, ils envoyaient Dario expliquer que c'était la fin du monde dans 12 mois. Et le mec était vraiment sur un marketing, c'est la fin du monde, et les VC se disent, en fait, je préfère être la team Terminator que la team qui se fait terminer, tu vois. Et donc, ok. Donc, à chaque fois qu'en fait, il y avait une levée de fonds à boucler, il arrivait, il faisait un cycle Terminator. Ok. Là, maintenant, les mecs sont passés sur un truc beaucoup plus décentralisé, et beaucoup plus, je dirais, avec une cadence beaucoup plus soutenue. Tous les 10 jours, ils t'annoncent une micro, non pas une fin du monde, mais la fin d'une industrie. La fin de la cybersécurité, la fin de machin, la fin de tout ça. Et après, en fait, il y a tout le monde qui va faire du farming sur YouTube et sur X principalement, parce que YouTube et X, plus tu fais de vues et d'impressions, plus la plateforme te donne du pognon. D'ailleurs, pareil sur TikTok. Donc en fait, les plateformes, elles te donnent du pognon si tu fais de l'engagement et de la vue et des trucs comme ça. Donc toi, tu dis, je prends cette news qui a pas l'air d'être fausse, donc je suis pas sur de la fake news pure, parce que c'est quand même la maison mère qui le dit.
J'extrapole comme un putain de taré. Je fais de la YouTube money, je fais de la TikTok money, je fais de la X money. Et la loupe, elle continue. Et personne n'a réussi en fait à faire, je dirais, un loop comme ça aussi efficace. On a des boîtes qui ont fait des choses intéressantes et dans le travail de préparation, tu m'en parlais, Isma, c'était Strava, qui est une boîte de performative wellness and fitness où je crois que les mecs ils font 550 puis millions. après ils postent des screenshots. Ils ont 180 millions d'utilisateurs dans le monde, 4 millions de personnes postent chaque jour leur performance sportive. Ils font 500 millions de chiffres d'affaires. Ils ont fait 500 millions de chiffres d'affaires en 2025. Quelque part, Whoop, les bracelets là, que tu traques, tes bracelets que tu mets quand tu vis à Dubaï. Pour calculer tes calories, ton rythme cardiaque, alors que tu cours dehors et qu'en fait, à chaque inspiration, tu respires une clope, mais tu es bien, tu fais ton biohacking et ton ice bath. De gérer ce produit-là, pareil, tout le monde est là à partager. Alors là, comme c'est une application, on est plus sur quelque chose qui se partage en story. Okay, parce que c'est un screenshot vertical. Mais les mecs, tu as tous les Brian Johnson de ce monde et les wannabes qui partagent. Assez intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir au cœur de la stratégie d'extraction le farming d'humains qui eux soit vont en fait être payés par la plateforme mais pas par toi. T'arrêtes de payer, tu payes pas des influenceurs, c'est fini ça. C'est YouTube et TikTok qui payent les mecs. C'est l'égoïme. C'est l'égoïme quoi. Ouais. Toi t'es resté trop longtemps sur les emails d'Epstein toi. Mais Mais tu vois quand même, genre, comment est-ce que tu fais pour faire 4... Genre, imagine les gars, voici le pitch deck. J'ai une application, on va faire courir les gens, on va faire 450 millions de dollars par an. What the fuck? T'imagines 4 millions de personnes qui courent tous les jours. Il n'y a rien sur Terre qui a réussi à faire lever le gros cul de 4 millions de personnes sur Terre. Mais une application, juste pour du statut. Les gens veulent poster, mais vous vous rendez compte du niveau où on est? C'est magnifique. C'est pas du statut Strava. Je suis utilisateur. Ah, tu vois? Je fais au moins un semi-marathon par an et Strava, pour moi, le mec qui a créé ça, il a lu à peu près 10 fois le bouquin Hook de Nir Eyal, là, et il s'est dit, on prend chacun des concepts et on les met dedans. Et quand tu reprends, tu vois, chacun des concepts de Nir Eyal, tu as la notification, donc du coup, c'est le trigger en mode va courir, tu as l'action, tu cours, tu as le reward, c'est le kudos parce que tu partages quand même le fait que tu as courir. Et puis, tu as l'investissement qui est ton historique de performance et ton tracking de performance parce que lorsque tu vas finalement planifier un semi-marathon, un marathon, etc., tu dois quand même vraiment regarder tes pertes par semaine, l'augmentation de ton volume, et puis l'action même de courir et sécrète de dopamine est une addiction. Donc finalement, tu as une espèce d'app de tracking d'une addiction vertueuse. Donc tu as quelque chose qui, une fois que tu es dans la boucle, c'est pas rien du tout. Et puis l'activation est très simple, parce qu'en fait, tu vas courir, et puis tu l'actives, et ensuite quand tu as fini de courir, puis tu vois ton trajet, ça t'aide à tracer là. Tu vois, sur mes 3 semaines au Japon, à chaque fois on avait un trajet qui était fait automatiquement et qui était ultra sexy parce que c'est là où d'autres coureurs ont couru, t'es comparé aux autres, donc t'es là, putain, je suis le meilleur sur cette course sur les 6 derniers mois. Et ils ont vraiment réussi un effet de réseau qui est fou et qui va au-delà, selon moi, de la reconnaissance sociale. Mais comment est-ce que ça coûterait de payer 4 millions de personnes pour poster sur les réseaux sociaux? Je sais pas si par jour, je sais pas si tu te rends compte. Genre, ok, j'entends. Toutes les raisons qui justifient pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est génial. Mais d'un point de vue business, le fait de poster 4 millions de fois par jour, tous les jours, le coverage et l'impression est juste incroyable. Et ça, c'est un mot. Si une industrie qui a vraiment excellé dans ce domaine-là, tragiquement, c'est le Web3. Où en fait tu faisais des campagnes d'engagement farming où les types en fait plus ils postaient, plus ils gagnaient des points, plus ils devenaient éligibles à des airdrops potentiels. Et en fait les types ont créé des machines comme ça. En fait il y a des projets Web3 qui ont valu des milliards et des milliards. Où en fait tu avais 100 000 mecs qui tous les jours parlaient dans le Discord et ils étaient traqués pour le faire. Tous les mecs qui parlaient sur Twitter pour dire que le projet était incroyable. Et en fait tout le monde était paid quoi. Et même pas paid, c'est que les mecs étaient paid par une hypothétique rémunération, un hypothétique airdrop qui n'était pas garanti. Donc en fait, il n'y avait même pas, je dirais, là, une transaction vraiment établie. C'est Inch'Allah, peut-être, si tu as assez de points, tu vas toucher 3 balles de token. Quoi. Et comme tout le monde reçoit 3 balles de token en même temps et tout le monde vend d'un coup, les 3 balles, en fait, ils valent rien. Quoi. Mais vraiment, le Web3, vraiment, franchement, le Web3, à bien des égards, c'est assez pionnier comme truc. Ce que je trouve vraiment impressionnant sur Strava, quand même pour terminer là-dessus. No judgment. This is a safe space. All right. Au même titre qu'Instagram et
et qui rend finalement d'une certaine manière Strava AI-proof par rapport à d'autres, c'est qu'aujourd'hui, enfin, leur vrai produit, c'est même pas le fait que les gens postent, c'est le réflexe que ça devient. C'est-à-dire quelqu'un qui va courir active Strava. De la même manière que quand tout ton... Enfin, Sinon t'as couru pour rien, n'est-ce pas? ça ouvre Instagram, quoi. Et je trouve que Sinon, t'as couru pour rien. la notion de Ça sert à rien de réflexe, courir. d'arriver à posséder le réflexe, c'est complètement fou. Et moi, tu vois, quand j'observe certains, enfin, je croise des fois certains de nos clients qui ont pour réflexe, dès qu'ils entendent parler d'une action, d'aller la checker sur Vis. Ça me rend très heureux, mais malheureusement, on n'a pas la portée de Strava non plus et le monopole à ce sujet-là. Mais je trouve que c'est, en tout cas, posséder le réflexe dans une niche dédiée, c'est quelque chose de complètement fou et Oui. que l'on se doit d'aller chercher. Est-ce que, Rémi, tu sais, est-ce qu'ils le monétisent autrement que par des abonnements? Par la data, des choses comme ça? Je sais pas, je paye l'abonnement. Je ne sais pas si ta data, parce que dans un autre schéma, il y a LinkedIn qui est extraordinaire pour ça. Euh, LinkedIn, quand Microsoft les a rachetés, personne ne comprenait pourquoi Microsoft rachetait, mais en fait, ils ont racheté une base de données de mecs qui mettent à jour leur CV. Je crois que tu avais 400 millions de mecs qui avaient un CV, mais à jour au cordeau. Euh, et pour Microsoft, c'était une mine d'or parce que tu sais qui connaît qui fait quoi, qui est dans quelle boîte. Donc après, pour aller vendre tes licences Microsoft, c'est assez dingo, quoi. Et c'est le concept de certains réseaux sociaux aussi, mais LinkedIn, avec le truc CV professionnel, à jour, communauté, et maintenant les créateurs qui créent aussi de la personal brand là-dessus, c'est monstrueux. Ça, c'est le connard Vous qui met l'avez son vu, footing sur son porte-avions, ça, non? Ouais, vous l'avez vu ou pas? Abruti, là. Il a flagué quel mongol. Attends. Alors, non. Notons que ça peut être une intox. Un truc qui se fait pas mal en cyber, notamment pour ouais. protéger les clients, c'est en fait de créer des faux leaks. C'est qu'on sait qu'il y a plein de plateformes qui leak assez facilement ou qui sont hackables vachement facilement. Et en fait, tu vas créer des faux comportements dessus, en sachant que tôt ou tard, ça va être compromis. Et du coup, tu peux enfumer des attaquants. Donc en fait, soit c'est un militaire qui a vraiment merdé, et franchement, ça serait quand même un manquement énorme, tu vois, quand même dans le fonctionnement de l'armée, quoi. Protocole. C'est. Soit en fait, c'est juste en fait de l'enfumage. En plus, comme c'est un peu con, tu sais que ça va être viral. Tu vois le mec Ouais. courir sur son bateau là, voilà, sur 1000 bornes, tu vois. Je veux dire, tu sais que ça va être viral. Donc, en fait, ça pourrait être une forme d'intox aussi. Parce que c'est toujours, il faut se demander combien ça coûte. Ça passe, c'est vraiment pas Ouais, cher à faire. mais en fait, le truc, c'est que si c'est pas mal ce que tu dis, parce que si on arrive à faker des VSL comme on vient de le dire, etc., on peut se poser la question de quel est le nombre de bullshit et de conneries qu'on a aujourd'hui sur Internet et de synthétique data synthétique qui n'existe pas, qui a été créée par des LLM pour désinformer. Et la prochaine élection présidentielle de taille, je pense, va être de plus en très intéressante. Parce que la désinformation, là, ça va. On arrive à faire croire tout et n'importe quoi à peu près tout le monde. Je pense qu'on peut conclure ce mass extract. La phrase de Rémi était pas mal, posséder le réflexe dans une niche donnée. Comme perspective business, c'est pas mal du tout ça. Posséder le réflexe dans une niche donnée. Autre exemple comme ça, et je terminerai là-dessus, mais et donc d'une application dont je suis également client, c'est Vivino. Parce que C'est quoi? Vivino, Ah c'est ouais. tu scannes une carte de vin ou tu scannes une bouteille de vin et tu sais globalement à peu près en fait si c'est correct ou pas. Et vu que je fais pas mal sur la partie family office, je me retrouve pas mal à faire des repas ou des déjeuners clients et que souvent je suis dans la position, ah oui, vu que tu as un nom à particule, tu dois savoir choisir le vin. tu prends ton téléphone comme ça, tu prends la photo et Les tu préjugés. peux choisir le Chassagne Montrachet, enfin la bouteille juste à côté de Chassagne Montrachet pour aller apporter une petite histoire un petit peu spécifique par rapport à la bouteille de vin que tu as choisie. Et puis en plus de ça, ça te donne aussi un petit peu les références des arômes, des notes que tu peux trouver. Donc tu peux vraiment améliorer aussi ton palais ou avoir des réflexes parce que tu sais globalement si tu bois un bon vin que du rhum, type Coproti, etc., tu sais que tu auras forcément de la cerise, du cuir et qu'est-ce que tu as d'autre? Et du chêne en référence au nez. Donc, tu le feras tourner, tu diras cerise, cuir, chêne. Et là, tu as le sommelier qui dira franchement,
Ah, You are the one. Ah ouais, Syrah, mon Ved. Bien sûr. évidemment, genre, ouais, Voilà. on sait tout ça, quoi. Je suis désolé. Ouais, bon, en parlant de trucs hors de prix, Mass Extract numéro 4, que j'ai découvert ces dernières semaines, c'est le business des villas qui se louent entre 50 000 et 250 000 la semaine. Donc on va être sur du Saint-Tropez, Haute-Saison, Saint-Jean-Cap-Ferrat, des spots comme ça. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a rien qui marche en France. Non, ça marche. Et donc le concept, c'est... En fait, il y a des business, soit vraiment, on va dire à la fois désorganisé et organisé. Le désorganisé, c'est tu dis, ok, vas-y, ou semi-organisé, organisé. Semi-organisé, c'est, bon, il se trouve que tu as une baraque à 40 millions à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Saint-Tropez ou un spot comme ça. Tu vas plugger dessus en fait, un service para-hôtelier, donc un majordome, le ménage tous les jours, le cuistot, etc. Okay. Donc, comme ce que tu aurais dans un hôtel. Et tu loues ça entre 50 000 et 250 000 la semaine. Quand c'est plus organisé, on a des boîtes. Isma, si tu veux mettre les liens, je t'ai mis les liens de deux boîtes qui font ça. Une s'appelle voiledor.com, une s'appelle Cap Ferrat Villa. En fait, les mecs vont mieux se structurer. Ils vont acheter une série de biens sous un branding unifié. Et ils vont avoir entre 5 et 10 biens, soit distribués dans le monde, soit dans le même lieu. Donc Voiledor, c'est distribué dans le monde. Cap Ferrat Villa, c'est que Saint-Jean-Cap-Ferrat. En fait, c'est un peu comme du boutique hôtel, sauf que tu ne payes pas une chambre, tu payes une baraque. Je crois que c'est minimum 1 ou 2 semaines. Tu ne peux pas payer à la journée. Et tu prends toute la baraque. En fait, il y a un marché énorme pour ça. Et autour de ça, tout ce qui est les conciergeries, les services, etc. C'est vraiment passionnant. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est le futur de l'hôtellerie de luxe? Parce que finalement, tu vas aller au Four Seasons. Tu sais, t'es riche, Ouais. Four Seasons, et ouais, c'est une suite, ouais, mais bon, tu l'as fait, c'est toujours la même chose, ça a toujours la même gueule, et puis tu croises d'autres gens que tu n'as pas envie de voir. Ok. Ouais. Donc, en fait, quand tu as vraiment du pognon, en fait, tu veux une baraque comme ça. Et souvent, tu es sur une clientèle qui va venir pour plusieurs mois et qui va être, on va dire, multigénérationnelle. C'est que souvent, tu vas être sur 3 générations. Les grands-parents, les parents, les enfants, les grands-parents qui sont riches, parce que les gens vieux les gens riches sont principalement vieux, âgés, et qui font venir leurs enfants et leurs petits-enfants. D'où le fait qu'ils ont besoin d'une baraque avec 12 chambres et tous les services qui vont avec. Business vachement intéressant. Ce qu'on peut se demander aussi, alors ça c'est peut-être plus vers Marc-Antoine de l'M&A, c'est est-ce que c'est pas des targets idéales pour du M&A ou pour des fonds de private equity? Si tu vas prendre 2-3 boutiques qui ont chacune 4-5 baraques, Satan en Provence, Saint-Tropez, enfin des spots comme ça, peut-être en Italie ou ailleurs, quoi. Et tu vas les fusionner sous une seule boîte, du coup, pour faire des synergies sur les opérations, le marketing, le bidule, etc. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un secteur qui est ultra juicy, mais qui n'est pas du tout consolidé. Il n'est pas du tout consolidé, c'est que vraiment des petites boîtes, soit qui ont une boîte qui détient une villa, soit une boîte qui détient 3 baraques. Pour donner un peu de contexte, LVMH a acquis 50% de Orient Express. Pour ceux qui ne connaissent pas, Orient Express, c'est tu prends un train un peu vieillot, pour aller, mettons, de Venise à Paris, par exemple. Tu vas payer entre 1 500 et 12 000 euros par tête. Et tu es dans un cadre un peu, tu vois, all money, dans des wagons qui est un peu brinque-ballant. Et dans certains cas, en fait, je crois que pour 1 500 pour le trajet dure une journée et demie, tu vois. À 1 500 balles, tu n'as même pas de shot privatif. Hein. Tu as des shots collectifs au fond du wagon, tu vois. Business absolument incroyable. Le truc sold out, voilà. Et l'autre élément derrière qui est intéressant, après je finis qui est intéressant, c'est qu'on passe du fait de vendre des produits, donc tu vends des Rolex, tu vends des sacs Hermès, tu vends des conneries comme ça, à vendre de l'expérience. Et quand on regarde finalement l'évolution des prix, le prix des expériences, il fait que mouner. Le prix des biens de luxe, il a un peu du mal à continuer à progresser, en particulier sur le marché secondaire. Tu sais, il y avait pendant très longtemps un marché secondaire des Rolex qui s'est quand même beaucoup tassé. Il y a eu jusqu'à il y a peut-être encore 1 an un marché secondaire des sacs Hermès qui était très très haut, qui est en train de corriger en ce moment, sauf si c'était sur des cuirs très rares et des conneries comme ça. Mais sinon, ça corrige pas mal le marché des sacs Hermès. Par contre, ce qui fait que augmenter, c'est l'expérience, le fait de vendre de l'expérience, qui est vachement intéressant. Pourquoi j'en parle dans ce podcast? C'est c'est intéressant économiquement. 2, c'est marrant quand on voit des business ou quand on voit des thèses d'investissement de se poser la question suivante. Si l'IA fait x100, est-ce que c'est bullish ou pas pour mon truc? Tu vois, tu as un SaaS. L'IA fait x100, est-ce que c'est bullish? Peut-être pas. Tu vends des trucs hors de prix à des mecs qui ont trop de pognon. Peut-être qu'eux, ils vont mourir, mais il y a un mec qui va le remplacer. Tu vois
Et c'est assez intéressant. Et dans le genre, vraiment, pour finir le monologue, parce que j'ai pas mal geeké ce sujet, il y a un autre business un peu du même style, mais pour une génération plus jeune. Il y a 2 boîtes qui font ça. Une qui s'appelle Utopia, qui a été fondée par un mec qui s'appelle Adam Horvitz, et une qui s'appelle Beyond, qui a été fondée par, ou qui est gérée, je sais pas si c'est le fondateur, par un mec qui s'appelle Paul Ribot. Le concept est incroyable. Franchement, c'est la target. Tu prends des mecs qui sont 20-something qui ont vendu des crèmes anti-rides, tu vois, en e-com, comme on a vu au début du podcast. Enfin, en fait, Donc, c'est le nous, mec quoi. Je t'inclus dedans si tu veux. Mais ok, enfin, peut-être qu'avec ton lifestyle dépravé, tu vas rentrer dans le modèle. Donc, le modèle, c'est tu prends un mec 20-something, early 30. Il a fait du bif et il n'est pas trop bizarre. Okay, donc, c'est comme un filtre à l'entrée. Donc, tu prends pas des gens qui font peur, tu vois. Donc, tu prends des gens pas trop bizarres. Et tu prends des gens aussi, si tu leur mets une chemise blanche et une patek, ça passe, tu vois. Tu leur dis, voilà, le ticket annuel pour faire partie du club, c'est, je crois que c'est autour de 15-20 000 balles, dans ce zone-là. Okay, donc, tu payes pour faire partie du club. Et après, à plusieurs intervalles dans l'année, ils ont des vacances, des week-ends, des retraites, tu appelles ça comme tu veux. Donc, tu es festival de mode, enfin, le festival de Cannes, bah, tu es à Cannes, ce qui est d'ailleurs le pire moment pour aller à Cannes, mais bon, passons. Pour le Grand Prix de Monaco, tu vas à Monaco, c'est aussi les pires moments de l'année pour aller à Monaco, mais passons. Quand c'est le ski, tu vas à Courchevel, c'est aussi les pires moments de l'année pour la Courchevel, mais passons. En fait, bon, l'idée c'est que c'est le pire moment de l'année pour aller à cet endroit-là, mais les gens veulent ça, d'accord? Parce que c'est du aura farming, sur les réseaux sociaux, ça fait bien. Et toi, du coup, tu as beau avoir payé ce montant pour faire partie du club, si tu choisis de faire partie, de rejoindre ce week-end-là, tu vas payer entre 20 et 100 000 balles, en fonction de ce que c'est. Eux, ils ont toutes les équipes, vidéo, photo, machin, etc. Et surtout, ils ramènent des meufs super. Donc, ils ramènent. Alors, apparemment, le segment, c'est de la caucasienne de moins de 25 ans, qui est mignonne, mais qui ne fait pas vulgaire. Voilà. Exactement. Et en fait, enfin, je dis ça sans ironie, sans sarcasme, sans discrimination, quoi. C'est vraiment le tropisme, tu vois. Donc, toi, Et la brésilienne aussi. La brésilienne aussi. La brésilienne est importante. Ouais, la brésilienne, elle est tismée, tu vois. Souvent. Mais passons. Donc, tu es vraiment sur un produit qui est suroptimisé les réseaux sociaux. Toi, tu y vas, bah, tu connectes, et puis tu as des meufs un peu fraîches, et j'imagine que c'est cool. Et surtout, tu as toutes les équipes photo-vidéo. Attention, photo-vidéo pour ton Instagram. On n'est pas sur un dossier Epstein, photo-vidéo ailleurs, hein, d'accord? Ça, je sais pas comment ça se passe, on ne part pas là-dedans. C'est vraiment pas de la Et en gros- prostitution, ça n'a rien à voir avec ça. Ah oui, non, c'est ça, c'est pas de la prostitution. C'est juste que la nana, bah, ça fait des photos pour son book de modèle, elle a un lifestyle sympa, peut-être qu'elle fréquente des gens qui sont intéressants, et peut-être pour une raison X ou Y, ça peut être intéressant. Enfin, l'hypergamie, ça existe aussi, il n'y a pas de mal à ça. Et donc voilà, business est extrêmement intéressant. Donc d'un côté, si tu veux, pour les vieux, c'est les baraques à 250 000 balles. Pour les mecs e-com qui ont vendu des crèmes anti-rides, ça va être plutôt, je dirais, un week-end à Coachella organisé par Utopia ou Beyond. Ça, tu peux foutre l'IA 100 fois meilleur là-dedans. Ça tourne toujours. Ça vous évoque Je pense pas. Je pense pas, du coup. Du coup, j'ai une amie modèle qui vit avec moi et elle va justement dans ces. On l'invite. Notre amie t'héberge gracieusement. Elle est perdue dans la jungle de la Bali. C'est bien d'héberger des modèles sympas, hein, c'est bien. Et du coup, et la dernière fois, elle était partie en Afrique du Sud, business class tout payé, aller-retour. Là-bas aussi tout payé, un truc qui coûterait pour elle, ça lui coûterait genre un truc comme 15-20 000 $. La seule chose qu'elle a à faire, c'est juste d'être cool. Il n'y a aucune autre attente. T'as pas à fréquenter ou à être, tu vois, ou à flirter ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ouais, c'est exactement ce que Arnaud disait. C'est pour les filles, en fait, elles génèrent du contenu et ça leur permet de voir des endroits qu'elles auraient jamais pu avoir ou voir. Et les gars, ça leur permet de flexer sur ça. Et du coup, juste un truc par rapport à l'IA que tu disais, si l'IA fait x100, il y a plus de dollars, hein. Donc on est tous baisés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des business models qui sont dégommables relativement facilement et des business models qui ne sont pas du tout liés à la techno. C'est que avec une IA qui est bien meilleure, tu as tous les jours des mecs qui vont popper, faire des bracos à plusieurs millions. Après, peut-être qu'ils redescendent. Mais le million vaudra plus rien. Le million vaudra plus rien. Enfin, je veux Donc, dire, ok, voilà. non, mais sans partir en vrille sur un truc philosophique sur l'avenir du dollar, plus, tu vois, c'est cette idée que tu as des business models qui sont pas du tout liés à la techno, et que si tu as un mec riche qui est plus riche parce qu'il s'est fait ubériser la gueule, bah, tu as le mec qui l'a ubérisé qui est devenu riche, donc tu lui vends à lui, quoi.
Ah, c'était plus Ouais, mais je suis d'accord avec quoi. toi. Dans tous les cas, il y a que 20 chambres dans un hôtel Aman, hein, dans tous les cas. Donc, même si la monnaie ne vaut plus rien, il y a quand même des expériences qui sont assez précieuses. Et on veut tous des choses qui sont assez précieuses. Donc, tu vas toujours avoir ce truc qui est scare. Je formulerais ça différemment. Je dirais que l'IA peut remplacer le travail, mais qu'elle remplacera pas une vue sur la Méditerranée. Et une caucasienne de moins de 25 ans qui fait pas vulgaire. Ouais. Également. fais pas Sur la vulgaire, partie petit David. business, sur la partie business immobilier de luxe, je pense que ça doit te parler, Marc. On distribue pas mal au sein du PLT Family Office, du Mimco Asset Management, où globalement, on va cibler des biens qui peuvent pas être ciblés par des gens classiques, parce que c'est des opérations où, globalement, sur un des deals qu'on est rentré, sur lequel, enfin, on est rentré il y a pas si longtemps que ça, c'était un des deals qui a été ensuite revendu, c'était l'immeuble qui a été acheté aux Champs-Élysées et qui a été revendu à LVMH. Donc, en fait, c'est des opérations de marchand de biens à grande échelle. De la même manière, il y a eu un gros chalet à Megève qui a été acheté, qui était un chalet de bureau qui a été réaffecté en, en logement et qui, en fait, le chalet, on achetait le chalet, c'était une petite opération, c'était dans les 6 millions, je crois, un truc comme ça. 3 000 € du mètre carré. Donc, en fait, quand tu fais une réaffectation en logement un petit peu premium à Megève, derrière, ton ROI explose. Et globalement, je pense que c'est un petit peu la vision aujourd'hui, c'est d'aller, enfin, de ces boîtes-là. Et c'est un modèle qui existe. Et d'ailleurs, pour Mimco, c'est des modèles qui sont, enfin, en fait, le business model de ces firmes en private equity, c'est d'aller lever des fonds sur de l'obligataire en in fine, où ils vont plutôt bien te rémunérer parce qu'on parle généralement de rendement autour des 12% en in fine, avec en collatéral, sachant que tu es sur des dettes mezzanines, enfin, tu es bien placé, toi, en tant qu'investisseur, et ton collatéral, c'est un immeuble aux Champs-Élysées. Donc, globalement, c'est plutôt sécure. Et ces boîtes-là vont ensuite, finalement, vu qu'elles vont te filer un coupon qui est fixe, tout l'upside de leur boulot, elles vont l'avoir en variable. Et c'est là-dessus qu'elles vont faire pas mal de blé. Et Mimco Asset Management, aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard. Même, je pense qu'ils ont fait plusieurs milliards de transactions, quoi. Enfin, alors, leur transaction se compte en milliards et c'est une boîte au Luxembourg. Donc, en tout cas, ce genre de business model sur l'immobilier de luxe et d'une manière générale, le monde de la gestion privée est en pleine croissance. S'il y a un secteur AI-proof qui se porte bien à l'heure actuelle et qui ne sera pas disrupté du jour au lendemain, c'est le monde de la gestion privée. C'est parce que une fois que, et d'ailleurs, tous ces flux, que ce soit les flux des boomers, les flux de gens qui se mettent à gagner de l'argent, etc., en règle générale, tôt ou tard, ils vont les placer. S'ils les placent dans des ETF, c'est globalement Vanguard et Standard & Poor's qui se régalent. S'ils vont les placer chez des banques privées, c'est plutôt les banques privées qui se régalent. S'ils vont les placer dans des boîtes type Mimco, c'est des boîtes qui gagnent très bien leur vie. Et tout ce monde-là, finalement, de la gestion privée est un secteur vraiment en croissance, tout comme celui, bien évidemment, des expériences. Moi, j'y crois à fond et je suis le premier d'ailleurs à consommer un max d'expérience. Typiquement, rien ne vaut, et je vous le recommande à tous, la visite de la manufacture Caviari à la Bastille à Paris, quoi. C'est un appel à la volupté. C'est quoi? Caviari, c'est le caviar préféré des chefs 3 étoiles français. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal fait avec mes clients et que j'ai fait aussi avec ma belle famille, hein, parce on leur a offert ça pour Noël. C'est en fait, tu vas visiter la manufacture Caviari et ils vont t'expliquer un petit peu toute l'histoire du caviar, comment il est fait, et puis ensuite tu vas déguster autant du berry, de l'ossiette, du beluga, le cristal, qui est leur format hybride qui tire plutôt bien la chaleur sur les plats. Ça en mode champagne illimité. Le mec qui t'accueille, c'est un mec qui a été formé à la formation enfin, c'est lui qui formait les stewards première classe d'Air France. Donc il sait vraiment. Tu sais, il y a parfois des expériences de luxe où tu te sens inconfortable. Et la vraie expérience de luxe, c'est quand tu te sens confortable alors que c'est vraiment une expérience extraordinaire, quoi. Et le mec, c'est vraiment te faire sentir ça. Et ça, c'est typiquement une expérience sans nul autre pareil qui mérite d'être vécue. Et je pense que tout ce genre de petites expériences-là sont des expériences qui sont un business qui va continuer à exister. Et il faut vraiment pas hésiter à se positionner aussi sur de l'expérience autant que faire se peut via nos verticales respectives. Et je suis assez bullish sur la gestion privée, sachant que c'est aussi un des business principaux. Moi, sur le côté private equity, alors déjà, je pense pas qu'on parle d'immobilier de luxe là. Là, on parle d'ultra luxe. C'est pas tout à fait la même chose parce que les gens qui vont dans une villa, c'est les mêmes qui veulent une villa. Effectivement, c'est pas ceux qui veulent aller dans les hôtels, les palaces ou les 5 étoiles. Alors les palaces peut-être,
mais c'est les gens qui préfèrent avoir des maisons partout dans le monde, acheter une maison à 5-10 millions, là où ils aiment aller passer des vacances. C'était un gros sujet, notamment chez Rothschild. On parlait souvent avec des partenaires et tu avais deux types de partenaires chez Rothschild. Tu avais ceux qui aimaient avoir leur chalet à Méribel, Courchevel, où tu veux, et ceux qui disaient non, non, moi en fait, je préfère aller dans les hôtels de luxe. Je vais pas m'acheter ma résidence secondaire ou mes 3 résidences secondaires partout dans le monde. Je préfère aller dans les super hôtels partout dans le monde parce que je préfère en l'occurrence voyager et les expériences et pas être attaché à un endroit spécifique. Pour en revenir au private equity, les villas là, sur la Côte d'Azur, pour moi, c'est très très proche des chalets à la montagne au passage. Et je pense d'ailleurs qu'ils sont un peu plus avancés dans le monde de la montagne parce que c'est quand même assez courant. On parle d'exception, bien sûr, mais de louer son chalet pour sa famille. Je parle des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, bien sûr, mais il y en a un certain nombre à la montagne. C'est plus habituel que de louer une maison complète d'ultra luxe à 100, 200, 500 000 euros la semaine dans le sud. Et pourquoi ça peut plaire au private equity? Et moi, je dirais pas forcément le private equity. J'irais sur d'autres types d'investisseurs. J'irais plutôt sur les family office ou les single family office. J'irais sur même les fonds souverains. J'irais sur les fonds, les gros fonds de real estate qui font de l'hôtellerie. Le private equity pur, c'est pas trop son truc parce que l'immobilier, c'est cyclique, ils aiment pas trop ça, même si quand on est dans une niche ultra luxe, ils aiment pas trop. Mais effectivement, il y a un gros enjeu pour ces gens-là de s'acheter des trophy assets. C'est ce qu'ils recherchent pour beaucoup d'entre eux. Je pense tout le temps, quand je pense à ça, je pense toujours à un des plus connus qui a investi en France et dans le monde entier, c'est le fondateur de Zara. d'Inditex, je sais plus comment, Armancio Ortega, je crois qu'il s'appelle, qui a un family office spécialisé là-dedans. Lui, il a un family office spécialisé dans j'achète des trophy assets partout dans le monde. Ce genre de truc pourrait l'intéresser. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, l'hôtellerie, c'est de l'immobilier. C'est quel est le revenu que tu fais par chambre, par mètre carré, en fait. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu peux faire un revenu par chambre, par mètre carré important, sans des coûts de structure extrêmement importants, parce que quand tu fais un palace, tu dois avoir 200, je sais pas combien. Un palace, je pense qu'en France, tu dois avoir un salarié pour un client, voire 2 ou 3 salariés pour un client, si tu veux. Et là, tu te retrouves sur des actifs où effectivement, tu as beaucoup moins de chambres, mais tu peux derrière, t'as pas besoin d'aller mettre une structure, une base de coûts aussi importante que ce que tu aurais dans un hôtel énorme. Alors, Ouais, vas-y, pardon. pour avoir parlé des opérateurs justement dans cette industrie-là, la masse salariale, je peux pas disclose les ratios et les chiffres, mais la masse salariale est vénère. En fait, tu as besoin de mecs qui sont ultra qualifiés, tu en as pas mal que tu dois loquer à l'année, même s'ils vont travailler que la haute saison. Parce que si tu les as pas loqués à l'année, la haute saison, il y a un Russe qui arrive et qui dit je te paye un prix complètement con pour que tu viennes t'occuper de ma baraque. Ou que tu C'est la villa privée, ouais, tu es en concurrence avec les mecs qui font des villas privées, ouais, tu as raison. Et en fait, dans le cas vraiment des villas privées, en fait, tu as pas mal de mecs que tu dois payer à l'année, même en basse saison. Et en fait, il y a 3 mois par an où tu fais vraiment du business. Le reste, c'est anecdotique, tu vois. Et tu as pas mal de talents en fait, que tu dois loquer à l'année. Et avec les charges qu'on connaît en France, c'est pas évident. Donc, en fait, la masse salariale, elle est assez vénère quoi, sur ce genre de baraque. Mais Et voilà, du coup, le fait de construire un groupe, est-ce que ça te permet de générer des synergies? Parce que si c'est disséminé à plusieurs endroits, c'est ça l'intérêt de l'hôtellerie au passage. Si tu as 3 baraques, t'as 3 baraques à Saint-Tropez, Saint-Tropez c'est quand même tout. C'est petit quoi. Ok, donc tu auras besoin de 3 cuistots, il faut que chaque baraque ait son cuistot. Par contre, tu vois, le concierge, ça peut être le même pour les 3. Tu vois. Le marketing, c'est même pour les 3. Le jardinier, c'est même pour les 3. Le réparateur qui vient, s'il y a un chiotte qui est bouché, une ampoule qui est pétée, c'est même pour les 3. Et après, les deals que tu peux faire avec des prestats externes, comme tu as 3 baraques, tu peux avoir un meilleur prix pour ton deal, pour ton prestat, que si tu n'en avais qu'une seule. Donc, en fait, si tu as plusieurs baraques au même endroit, je pense qu'il y a quand même quelque part, tu vois, tu t'y retrouves, quoi. Ça paraît assez logiquement. Mais quid, tu vois, finalement le fait de se dire on a plein de baraques au même endroit, c'est avoir une réflexion de croissance. Alors je trouve que s'il y a bien une leçon que nous donne l'industrie du luxe, c'est de ne pas aller chercher la croissance, mais la tension entre l'offre et la demande. Et donc, si finalement il n'y a qu'une seule villa
cheval blanc à Cap Ferré et qu'un seul chalet cheval blanc. Et finalement, tu crées une expérience unique où il n'y en a qu'une. Et peut-être que c'est aussi pour ça que certaines de ces boîtes-là se positionnent sur le fait d'avoir un bien de référence dans chacun des lieux pour pouvoir aussi d'ailleurs hoster le client qui, aimant cette expérience-là spécifique de cette marque-là, voudra la vivre dans d'autres endroits et il ne peut la vivre que dans ce lieu-là. Peut-être ou pas, mais je trouve qu'en tout cas, je trouve qu'il y a peu de gens, et tu l'as expérimenté, mais je trouve entrevoit à quel point le gros de la croissance financière des boîtes de luxe vient du jeu purement commercial entre l'offre et la demande, plus que dans une augmentation du nombre de clients qui y sont sujets. Alors, la parade à ça, c'est chaque demeure va avoir son branding et son identité. C'est pas 3 villas identiques avec le même architecte et le même architecte intérieur et le même design. Tu auras une villa de tel style, de telle époque, une villa plus, voilà, une villa peut-être plus moderne, et qui vont chaque bâtiment va avoir son nom. Ça, c'est la villa truc-muche, c'est la villa machin. Ah, mais attendez, c'est la villa machin. C'est pas une maison qui. Non, c'est la villa machin. Tu vois, et Son histoire. ils sont l'histoire, c'était possédé par machin, c'était fabriqué par je sais pas quoi, le neveu du roi de Belgique en 1905, tu vois, enfin tu sais, tu vas avoir un truc quoi. Donc en fait, tu vas quand même, tu auras une parade en termes de branding et d'expérience là-dessus. Autre chose, ces maisons sont aussi régulièrement en travaux. Si tu veux retaper la maison pour une raison X ou Y, elle sort du marché pendant 2 ans, 3 ans. C'est aussi des régions, quand tu fais des travaux, tu peux pas faire des travaux toute l'année. Tu fais des travaux qu'en dehors de l'été, par exemple, et du printemps. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus long de faire des travaux. Donc, tu vois, c'est assez fréquent qu'une partie de tes baraques ne soit pas exploitée commercialement. Autre chose, enfin, tu es sur des marchés où il y a tellement de pognon que tu as des mecs qui arrivent qui font écoute, j'ai pas envie de faire la queue pour louer ta baraque, soit je l'achète, et t'arrêtes de me faire chier avec ton histoire là, de booking, soit je la book pour l'année. Et ouais, je la book pour l'année avec le salaire. Je sais pas, je m'en fous, juste, j'ai pas envie. Tu vois que t'as ma bourgeoise qui me disent ouais, t'as réservé la baraque. Ah putain, non, ah merde, putain, on est en avril, c'est déjà booké. Et en fait, il se trouve qu'il n'y avait que 4 baraques dans la ville à ce niveau-là, et en fait, elles sont toutes prises. Trop tard. T'as de l'argent, mais on t'en fout, tout le monde a de l'argent. Et ça leur casse les couilles. En fait, il y a plein de clients, ça leur casse les couilles, donc ils font j'achète. Mais du coup, t'as pas un enjeu de pour location l'année. longue durée avec ces mecs-là? Si. Enfin, surtout, ils font de location Le contrat pluriannuel, presque. Ouais. Et juste parce que le process de réservation leur prend la tête. Ok, ça c'est bon. Et ils font, de toute manière, c'est combien sur l'année? 2, 4, 5 millions? Oui, ok, très bien, je m'en fous. Parce qu'après, c'est des baraques qui valent très très cher. C'est des baraques à des dizaines de millions. C'est pas des baraques à 4, 5 millions. C'est des baraques à 20, 30, 40, 50, 100, 60, 70. Tu vois. Enfin, c'est des trucs. Les inégalités sociales, c'est un vrai truc, hein, encore une fois. C'est pas que dans les études d'Oxfam, quoi. Bref. Un business intéressant qui ne connaît pas la crise. En parlant de trucs qui ne connaissent pas la crise, Mass Extract numéro 5 sur 5, Allbird devient Newbird. Petit brief rapide. Allbird, la marque de sneakers de laine Merino, adorée de la Silicon Valley, vend toute son activité chaussures, marque plus Active Footwear, pour 39 millions de dollars, soit 1% de la valorisation de 4 milliards en 2021. Clairement, en 2021, il y a un paquet de mecs qui sont un peu enflammés sur une marque de chaussures. La société lève en même temps 50 millions de dollars via un financement convertible auprès d'un investisseur institutionnel qui a préféré rester anonyme apparemment. Elle abandonne le business des baskets, et ça, son discours écolo, pour pivoter à 180 degrés vers l'IA. Elle va acheter des GPU haute performance et les louer en GPU as a service, ça s'appelle GPU AAS, à des startups et entreprises qui n'arrivent pas à en obtenir chez les plus gros clouds ou sur les marchés spot. L'entreprise change de nom pour s'appeler Newbird AI et vise à long terme de devenir, ouvrez guillemets, un fournisseur intégré de solutions cloud native AI, fermez les guillemets. Sur l'annonce, le 15 avril 2026, l'action Bird explose entre 580 et 600% en une seule séance, passant de 2,5$ à 16,7$, toujours de la même séance, avant de corriger méchamment le lendemain. Hashtag bulle ou pas bulle, les deux financiers, on vous écoute. Rémi, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est un sujet de SPAC. SPAC, on peut peut-être expliquer. Tu penses que c'est un SPAC? C'est pas un SPAC. Un SPAC, c'est. Non, là, c'est de reconversion. Hein. Ouais, mais c'est rentré avec des OC. Après l'explosion du titre, je sais pas. Enfin, de toute façon, il y a eu. Ils ont fait une annonce et tu as une. Je sais pas à quel point le titre était liquide aussi pour que ça explose autant à la hausse. Le fait est que, en tout cas, on se retrouve dans une situation semblable aux années 2000 où quand on mettait un point .com, une boîte prenait 300% sans forcément qu'il y ait une raison. Et là, on dit. Enfin, je veux dire, ils
balance des promesses. Il y a aucune assurance que ça se fasse avec un mec qui a fait des OC convertibles juste avant. Je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les échéances, mais qui va du coup diluer le cours lorsqu'il prendra ses droits après cette annonce-là. Et finalement, on se retrouve vraiment dans une situation où, enfin voilà, en 99, tu mettais un dot-com, tu prenais 500%. En 2026, tu dis AI et tu prends 500%. Et ce genre de mouvement n'est pas un signal de force vis-à-vis d'un cycle, selon moi. C'est plutôt un signal de fin. Est-ce qu'on a le gif là, que j'ai trouvé là sur LinkedIn vis-à-vis de ça? Je le trouve très évocateur. Say the line, we are pivoting into AI. Niveau PE, on a atteint ça. Il y a eu la plus grosse souscription, ce quarter là, avec les investissements qui ont attiré l'IA, c'est la plus grosse souscription private equity ever dans l'histoire. C'est-à-dire que les fonds qui ont été déployés dans l'IA, il n'y a jamais eu autant de fonds déployés dans une technologie ever sur le quarter. Donc on est vraiment sur une situation où les boîtes qui font de l'IA, en tout cas, mass collect, quoi. Mais là, ce qui est quand même très très particulier, c'est qu'en fait, pourquoi je parlais d'un SPAC? Parce qu'en fait, c'était devenu une coquille vide, ce truc. C'est une boîte qui avait vendu tous ses actifs, elle avait plus que son listing aux États-Unis et sa structure juridique. Peut-être un tout petit peu de cash, mais comme elle était à 2 doigts du dépôt de bilan et qu'elle a vendu ses actifs, je crois même moins cher que la valeur de ses stocks, en fait, elle était juste au bord du gouffre. Et donc, moi, de mon point de vue, ce qu'on voit ici, on ne connaît pas encore l'histoire, mais je me dis, c'est un mec qui a profité de ça, de cette opportunité, ou en tout cas les mecs d'Allbirds, le CEO qui était peut-être soit un génie, ou soit il finira peut-être en prison, j'en sais rien, qui a dit, ok, sauf qui peut, comment je me sors de ça? Je vais voir des mecs qui ont besoin d'un listing, et du coup, je leur apporte sur un plateau un listing gratos, parce qu'un listing aux US, ou même en France, ou partout dans le monde, il y a des moyens de le faire assez facile, accéléré, mais c'est un process long, process cher. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a un sujet étonnant, c'est que le mec qui a promis de mettre 50 millions sur la table pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Ils ont aussi introduit la notion d'un nouveau COO dans la boutique, parce qu'il faut savoir que le CEO de Allbirds, il vend des chaussures, quoi. Il fait fabriquer, il vend des chaussures, il ne sait pas acheter des GPU et encore moins les opérer. Donc, ils vont mettre quelqu'un à la tête opérationnelle de la boîte et ça n'a pas été encore divulgué. Donc, ils ont juste dit qu'ils allaient le faire, mais on ne sait pas qui. Donc, soit c'est un rescue de génie et ils ont trouvé le moyen de ne pas mal finir, soit il y a un truc derrière et on va découvrir qu'il y a un délit d'initié et il y a un mec qui a vendu ses actions qui en valait 3 et le lendemain, ils en valaient 900% de plus et il a masse extra. Du coup, pourquoi on va pas juste prendre une chèvre listée sur Euronext, on en fait une AI company, et puis on ne s'arrête pas à bosser, quoi. Il y a Il faut sortir vite. un ami qui a fait ça en faisant de sa boîte une Ether Treasury Company. Hein. Est-ce que ça s'appelle entreparticulier.com? Ouais, Tu avais un mec C'est ça? mais je le connais, c'est Stéphane Romanizine, c'est un ami. Et il a fait entre 450 et 800% en une seule séance en annonçant, Oui, tout à fait. en injectant $1 million dans de l'Ethereum, quoi. Ah ouais. Bon, on détaillera le sujet en off si vous le voulez, parce que voilà, je sais. J'ai été invité lors de l'annonce de la transition qui se passait à Paris sur un très beau volume. Et d'ailleurs, c'est Stéphane Romanizine est quelqu'un qui a magnifiquement réussi son introduction en bourse avec une bonne partie de secondaire en 2007. Bon Je moment. vous invite à vous intéresser au dossier. Moi, ça fait partie de mes sources d'inspiration. Après, malheureusement, le titre n'a pas ensuite. Pour reprendre ces mots, c'est une belle réussite financière, pas une belle réussite entrepreneuriale. Mais ceci étant, je trouve que c'est quand même une vraie leçon dans l'opportunité que la bourse peut représenter. Mais maintenant, le gros enjeu, une fois que tu as un titre, c'est d'assurer finalement que ton business ait une valeur intrinsèque qui continue à croître dans la durée pour que ton cours suive. Et ça, c'est pas donné à tout business parce qu'il faut réfléchir finalement une stratégie spécifique, quoi. Ok. Le sujet, non, c'était le dernier sujet, on est bien. Donc, ok, donc on va pas acheter un dog shit sur Euronext
pour en faire une BTC, Ethereum, Dogecoin, Treasury AI Company, data Center, GPU as a Service, quoi. En tout cas, par contre, il m'a souligné le fait que en ayant cette coquille, parce que finalement, il a conservé pendant longtemps entre particuliers.com, sachant que ça faisait quasiment plus de revenus, il a eu beaucoup de propositions de boîtes assez exotiques qui voulaient la racheter voilà, pour pouvoir être listé. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir fait cet effort, entre guillemets, de lister une boîte, derrière, t'amène à avoir une forme d'actif aussi. De la même manière que Ok. tu as des boîtes qui rachètent des fonds une fois qu'ils ont eu une fois qu'ils ont eu la licence, parce que le fait d'obtenir une licence, c'est super galère, quoi. Ouais. Et surtout qu'en fait, quand la boîte est plusieurs années, j'imagine que tout l'equity est liquide, il y a pas de contrainte de vesting, t'es tranquille, quoi. C'est quand tu t'introduis en bourse, t'entends, il y a quand même des contraintes, Ouais, les pour les funders, ils peuvent pas insiders, faire. les founders et ça, ils peuvent pas tout dumper. Mais le Mais lock-up, il sur un dure truc, plus loin. ouais, ok. Ouais, Mais sur un truc généralement. qui est listé depuis des années et que toi, tu as pu accumuler doucement avant de faire le rebranding, Bah, là, en l'occurrence, sur Allbirds, enfin, la boîte, elle a perdu 99% de sa valeur. Donc les mecs, tout leur equity, tout leur argent, ils avaient déjà. non, Ils moi, je te parle du vendu mec qui rentre au vraiment. milieu, quoi. Tu sais, qui rentre, qui reprend le contrôle, qui prend les sièges au board, tu sais, qui va acquérir peut-être les parts historiques des fondateurs ou des trucs comme ça. Ah bah Ok. mais c'est un bon moyen. C'est pour ça que je vous disais au démarrage. On sait pas qui sont ces mecs qui ont mis 50 millions. C'est quand même dingue, tu vois. Tu as des mecs qui annoncent qu'ils vont mettre 50 millions dans une boîte qui vend des chaussures pour faire de l'IA. On sait pas qui c'est. C'est un bon moyen juste comme le ferait un SPAC, d'aller se faire coter à bas coût, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière aujourd'hui? On n'en sait rien. Et il va y avoir une assemblée générale, je crois, en mai, et on en saura plus. Mais là, Généralement, aujourd'hui, ce genre de move, tu gagnes plus en faisant une vente à découvert qu'en mettant du levier dessus, quoi. Si le sujet des IPO vous intéresse, notez-le également en commentaire, parce que je suis sur un projet à ce sujet. Ok. Pour ceux qui ont suivi le podcast jusque-là, bravo. Donc pour chacune de news, mettez un score d'extraction. Peut-être nous, ça nous permet un peu je dirais, de prendre le pouls et de comprendre un peu votre appétit pour ces sujets. Euh, Suivez aussi le podcast sur tous les réseaux sociaux. On mettra les liens, Twitter, Instagram, tout ça. Et ouais, elle est propre cette guerre, quoi. C'est bien. yes. Les enfants, à la prochaine. Voilà.